Bonjour, bienvenue à ce 13e cours de littérature française du Moyen Âge à la Renaissance, consacré cette fois à Montaigne et à l'invention de l'essai. Je commence par partager avec vous le PowerPoint du jour et vous allez retrouver le visage familier de Montaigne. Vous avez remarqué en arrière-plan le château Montaigne. On va se déplacer un peu aujourd'hui. On va se promener autour du château, à l'intérieur du château aussi. Question de rendre plus concret le lieu de séjour favori de Montaigne. Alors, c'est un cours important pour moi. Vous savez la passion que j'ai pour cet auteur. Je vais essayer de ne pas trop m'étendre dans l'anecdote. Ça se pourrait que ça déborde parfois, mais c'est important aussi pour préparer l'examen puisqu'il y aura des questions qui vont porter là-dessus. Et vous savez que la semaine prochaine, c'est notre dernier cours, dernière rencontre avant l'examen final. On va parler de la Pléiade de poésie, donc, et on va aussi parler en deuxième partie de l'examen. À quoi s'attendre exactement, comment ça va vous parvenir, à quel moment, combien d'heures vous allez avoir pour le faire. Je vous expliquerai tout ça la semaine prochaine. Gardez vos questions jusque-là. Vous allez voir, c'est rien de trop éprouvant. J'ai reçu des courriels de l'administration relativement à ceux qui disposent de mesures, qui ont droit à davantage de temps pour compléter les examens. C'est bien noté, vous n'avez pas à vous en faire. Si, par exemple, je dis, bon, vous avez 4 heures pour faire l'examen, entendez bien que pour ceux qui ont des mesures, ça va correspondre à ce qui vous a été accordé. Et parfois, c'est 25 plus de temps, parfois, c'est 50 plus de temps. J'ai pris bonne note de ça et ça sera juste pour tout le monde. Alors, le cours d'aujourd'hui est consacré à Montaigne, un auteur géant de la Renaissance, un incontournable, et c'est justice, après avoir parlé de Rabelais, après avoir parlé de Marguerite de Navarre, qu'on s'y attarde au moins aussi longtemps, voire davantage encore. C'est mon auteur de prédilection, vous n'êtes pas sans le savoir maintenant. Je vous en ai parlé déjà pour l'introduire, pour vous préparer un peu à la lecture que vous deviez faire. Et cette lecture, je sais, je le sens, parce que je l'ai vécu moi-même, vous a sans doute dépassé et vous a sans doute même parfois ennuyé. Et vous vous êtes peut-être senti coupable. Ah, c'est dommage, c'est le livre préféré de mon prof que je trouve sympathique, mais je n'arrive pas à le trouver vraiment intéressant, Montaigne. Mais c'est tout à fait normal, je vous dirais, et ça ressemble à la même chose pour tout le monde. Ceux qui s'attaquent à Montaigne pour la première fois en général, ils ne trouvent pas profit immédiat. Ça prend un certain temps avant d'apprendre à le lire et le comprendre. Et mon but aujourd'hui, c'est de vous doter des outils pour une future lecture. Ou peut-être vous serez tenté de revenir vers les essais, vous serez tenté de relire l'ensemble même, ou peut-être un morceau de ci, de là, à gauche, à droite, avec cette fois-ci des outils qui vont vous préparer beaucoup mieux à comprendre et à apprécier Montaigne. Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait plus tôt? Ben parce qu'on a plein de choses à voir, parce qu'il faut bien suivre la chronologie. Je ne pouvais pas commencer par vous parler de Montaigne d'emblée, et parce que je crois à l'expérience du dépassement. Je crois à l'utilité de se sentir largué parfois pour avoir envie de faire l'effort supplémentaire pour combler la distance. Et c'est-à-dire, non, j'accepte pas que ce texte me dépasse, je veux le comprendre, je sais qu'il y a là quelque chose d'intelligible et je veux faire les efforts requis pour y arriver. Je me souviens à l'université d'avoir été très intimidé par des textes comme ça qui me dépassaient constamment, mais qui me mettaient en rogne. Puis je me disais, ça se peut pas, les autres les lisent et les comprennent. Les profs qui en parlent les comprennent aussi. Et j'ai eu cette envie, ce désir de combler la distance. Et c'est très important dans une formation. C'est ce qui fait aussi que j'ai voulu combler la distance que je ressentais entre moi et mes professeurs. Je voyais ces puits de science me parler de toutes sortes de choses et je me disais au bac, mais j'aurais jamais le temps de tout lire ça. Ils ont tout lu, ils connaissent tout, c'est incroyable. Et c'était très intimidant, mais en même temps, je le prenais comme un défi. Et ce défi m'a mené à porter plus loin mes études et à approfondir mes lectures jusqu'au point où aujourd'hui, je peux vous parler de tous ces titres, les ayant lus maintenant, ou la plupart. Il y en a des fois que j'ai survolé du regard, mais ça, je ne vous le dirai pas trop fort. Avec ce sentiment maintenant qu'au bac, j'étais tout à fait dépassé et maintenant, j'y arrive. Comme quoi, la formation universitaire nous mène quelque part. Vous avez peut-être ce sentiment-là, vous, des fois, devant certains professeurs, devant certains corpus, de vous sentir complètement dépassé. Mais vous allez voir qu'avec votre formation, en approfondissant vos études à la maîtrise, au doctorat éventuellement, il n'y a pas grand-chose qui va être hors de portée de votre compréhension.
quand vous complétez des études de cycle supérieur, vous parvenez à un degré de compréhension à peu près intégral là, de tous les textes qu'on peut vous balancer au visage. Il n'y a pas grande lecture qui va vous résister, croyez-moi. Et peu importe votre parcours, ça ne veut pas dire vivre une vie de moine, ça ne veut pas dire de passer que ces fins de semaine à lire. Je n'ai pas fait ça. J'ai fait la fête comme tout le monde. J'ai vécu ma jeunesse comme tout le monde. J'ai passé bien des soirées au Thompson House à boire avec les potes après un séminaire ou un autre. Et ça ne m'a pas empêché de progresser dans mes études néanmoins. Alors, c'est la leçon qu'il faut retenir de tout cela. Alors, trêve d'autobiographie, quoique le sujet s'y prête, vous en conviendrez. On va parler aujourd'hui de 3 points. Bref, présentation de Montaigne. Encore une fois, ça fait 3 fois que je vous le présente, si on compte le cours de création littéraire. Mais là, je vais vous le présenter avec un peu plus de détails, un peu plus d'anecdotes. Ensuite, on va parler de Montaigne essayiste. Et là, 2 mots de latin, scriptor, qui veut dire écrivain ou scribe, si on veut, à auctor. Alors, comment se fait le passage de simple scribouilleur, écrivain, scribe, à auteur de premier plan? Alors, on va voir comment Montaigne s'est inspiré des auteurs contemporains, des ouvrages qu'il avait à sa portée dans sa bibliothèque, dans la tour de son château. On va voir qu'est-ce qu'il a lu et comment ça a pu influencer l'invention de l'essai, justement. Et en 3e lieu, on va parler de l'essai dans une perspective philosophique, comme d'un genre sceptique. Alors, c'est en lien avec la philosophie de Sextus Empiricus et ce qu'on appelait le pyrrhonisme. Je vous dirai un peu en quoi ça consiste tout à l'heure. Et on va le mettre en rapport avec d'autres écoles philosophiques qui ont exercé une grande influence sur Montaigne. Alors, sans plus tarder, quelques remarques préliminaires parce qu'il faut faire des précautions. Enfin, il faut prendre des précautions avant d'aborder un tel sujet. D'abord, j'ai à cœur de ne pas partir d'une définition toute faite de l'essai. J'aurais pu commencer par vous dire en quoi consiste l'essai, puis vous donner une définition de type encyclopédique, bien faite et très claire et précise, mais ce serait réducteur. Ça serait vous limiter dans votre compréhension du genre. Et j'ai voulu, comme pour la lecture, vous laisser libre de faire votre chemin et d'appréhender le genre à votre manière, chacun à sa manière, parce qu'il n'y a pas une seule vision de l'essai. Et vous avez des lectures qui vous ont un peu déterminé dans votre compréhension du genre. Vous avez lu des textes sur lesquels on avait écrit essai. Hein, c'était rangé dans la collection essai de la librairie, de la bibliothèque. Et vous avez lu ça en vous disant, ben, ce n'est pas exactement ce que je pensais. Pour moi, ce n'est pas un essai, tout à fait. C'est une autofiction, peut-être. C'est une autobiographie, mais ce n'est pas un essai. Et puis, vous avez lu Montaigne et peut-être qu'il y a eu un choc entre votre conception en tant que lecteur de l'essai, qui est né de votre parcours personnel, les ouvrages que vous avez lus dans votre vie, et ce que vous avez lu chez l'inventeur de l'essai. Vous avez dit, mais là, si c'est ça l'essai, tout ce que j'ai lu avant, ce n'était pas des essais en fin de compte. Et je n'ai rien compris. Alors, ce n'est pas mauvais de partir comme ça à tâtons, sans avoir une idée préconçue de l'essai. C'est la meilleure façon, je pense, de comprendre la nature du genre. Et c'est en passant à travers les étapes de sa création, rétrospectivement, qu'on va s'en faire une idée plus précise, plus claire. 2 mises en garde avant de commencer. On va parler de la vie de l'auteur. Et on va parler aussi des sources de l'auteur. C'est une double hérésie en littérature. On n'arrête pas de vous rabattre les oreilles avec ça. Mes collègues modernistes l'ont fait déjà sans doute. On n'a rien à faire de la biographie de l'auteur. Il y a eu un mouvement très fort au 20e siècle là, de rejet de l'histoire littéraire quand elle s'attardait trop longuement à expliquer l'œuvre par la vie de l'auteur. Effectivement, il y a tout lieu de faire la distinction entre le je qui s'exprime dans un poème ou dans un récit, même une autofiction, et le je de l'auteur. Et on n'a pas le droit de faire l'adéquation de ces deux-là en disant, mais non, c'est la même personne. Non, non, il y a une instance énonciative, il y a un narrateur, et puis il y a l'auteur, et c'est deux. Moi, je veux parler de Montaigne comme de l'instance énonciative des essais, mais aussi comme l'auteur, parce que les deux se confondent tout à fait. Et ce je, Michel de Montaigne le revendique. Le je de Montaigne, ce n'est pas un je fictif, c'est un je autobiographique fort
un jeu qu'il revendique et je me permets donc, cette hérésie, d'en parler comme si ça allait de soi. Permets aussi cette autre hérésie de parler des sources. La Quellenforschung, c'est le mot anglais pour recherche des sources, a aussi mauvaise presse chez les critiques littéraires. On dit que ce n'est pas pertinent de chercher où l'auteur qu'on étudie a pu trouver son inspiration et que c'est une perte de temps. Ça a été une mode au 20e siècle, mais on a passé outre. Et ça peut sembler vain comme effort, mais vous allez voir que dans le cas de Montaigne, c'est tout à fait pertinent. C'est la meilleure façon de comprendre le processus d'évolution de l'essai, comment il en vient à inventer l'essai, comment il s'est basé sur ses sources, justement, accessibles dans sa librairie, tout autour de lui, pour inventer une forme tout à fait nouvelle. Alors, il s'agira pour nous de retracer les valeurs stylistiques et idéologiques qui ont permis la naissance de l'essai, rien de moins. Valeurs stylistiques, alors qu'est-ce qui, au niveau du style, a pu informer la prose essayistique? Et idéologique aussi, donc quels sont les courants philosophiques, moraux, éthiques qui ont permis la naissance de l'essai? On va voir que c'est aussi des enjeux qui ont partie liés à l'humanisme. On a présenté Montaigne comme un héritier de l'humanisme. On reviendra sur cette définition-là, justement, la prochaine diapositive. Et j'ai essayé d'égayer ma présentation par toutes sortes d'images qui montrent que Montaigne est devenu une espèce d'icône pop. Alors, si vous cherchez des images sur Google, vous allez trouver beaucoup de caricatures de Montaigne, beaucoup de unes de magazines au 20e, 21e siècle, qui montrent que Montaigne, c'est un auteur à statut particulier, là, avec lequel on entretient un rapport privilégié, même si c'est quelqu'un de difficile à lire. Il reste qu'il est très prisé des cercles érudits, des amateurs de philosophie, et il s'écrit plein de choses sur lui. Je vous l'ai dit, c'est un des auteurs les plus glosés de l'histoire de la littérature française. Et j'ai voulu égayer un petit peu la présentation donc avec ces images. On enchaîne avec la diapositive suivante et je reprends la définition ou la présentation que j'avais faite quand il a été question de Montaigne la première fois. Je l'avais fait dans le cours de création littéraire, je l'avais repris aussi dans le cours sur Rabelais, où je terminais par Montaigne. Alors, on avait dit alors que Michel Eyquem de Montaigne, né en 1533, mort en 1592, était cet écrivain français, héritier de l'humanisme, qui, dans un livre unique, parce qu'il est l'auteur d'un seul ouvrage, même si ça tient en 3 volumes, c'est tout ce qu'il a écrit. On possède de lui aussi un journal de voyage quand il a fait la tournée de l'Europe pour aller soigner la maladie qui l'affligeait, la gravelle, c'est-à-dire des pierres au rein. Il a voulu aller faire la tournée des thermes à travers l'Europe et il a entretenu à cette époque un journal de voyage. Ce n'était pas destiné à être publié, ce l'est aujourd'hui, mais ce n'est pas quelque chose de très intéressant, à part pour les plus curieux, parce que c'est souvent écrit sous la dictée. C'est son secrétaire qui prenait note de ses observations. Et c'est un Montaigne bien impersonnel, c'est un Montaigne assez fade qu'on retrouve dans ce journal de voyage. Ce n'est pas ce qu'il a écrit de mieux. Et donc, du reste, ce qu'il a publié de son vivant, c'est seulement ce livre, cet ouvrage, ce recueil de 3 volumes des essais. En plus d'avoir écrit par ailleurs des lettres qui sont éditées aujourd'hui, mais qui n'étaient pas destinées à l'époque à être publiées, diffusées à grande échelle. Alors, c'est donc cet écrivain français héritier de l'humanisme, qui n'est pas un humaniste à proprement parler lui-même, parce qu'il ne fait pas œuvre d'humanisme, il n'est pas dans l'édition, il n'est pas dans la traduction, il n'est pas dans la recherche des textes pour les établir, qui, dans un livre unique, les essais, entrepris de se peindre et par-delà de décrire la condition humaine. Alors, son projet d'autoportrait a des accents universels. Il le dit dans un essai que vous avez lu. Chaque homme porte en lui la forme entière de l'humaine condition. Il réalise ça à un moment donné que pour comprendre les autres, la meilleure façon de procéder, c'est de se plonger en soi, c'est regarder très profondément en soi. Et il n'y a à peu près aucune émotion humaine, aucune disposition qu'on ne peut pas comprendre en se mettant un peu à la place des autres, en plongeant dans notre expérience et en disant « ouais, comment j'aurais réagi moi, dans une situation comme ça? » Et on peut comprendre le monde, appréhender le monde à travers cette perspective et c'est très efficace. Montaigne entreprend de répondre à travers ses essais essentiellement à 2 questions. Une qui va devenir sa devise carrément, c'est le « que sais-je » éventuellement. Il fait graver une médaille avec ces mots « que sais-je ». C'est sa devise officielle.
Et on voit son rapport au savoir, son rapport curieux au savoir, sa soif de savoir, qui est rendue évidente par le fait qu'il s'entoure de tous ses livres, hérités de son ami de la Boétie, qui à sa mort avait légué toute sa bibliothèque, près de 1000 livres autour de lui, qu'il fouille, qu'il lit goulûment, avec une soif là, intarissable et qu'il s'attarde parfois à noter de sa main. Alors, il va écrire dans ses livres, ce que je ne fais jamais personnellement. Pour moi, c'est une hérésie et je ne suis pas capable de m'y résoudre. Je sais que ça peut être pratique pour le travail, mais ça a toujours été pour moi quelque chose d'irrévérencieux et je n'arrive pas à m'y résoudre, même si je vois bien des livres quand je les emprunte à la bibliothèque qui sont annotés de la main d'étudiants, même à l'encre parfois. Je n'arrive pas à me résoudre. Mais Montaigne faisait ça constamment et c'est tant mieux parce qu'aujourd'hui, on possède à la bibliothèque de l'université, enfin, la bibliothèque municipale de Bordeaux, on possède des exemplaires qui ont appartenu à Montaigne et qui sont annotés de sa main. Alors, c'est très intéressant de mettre en résonance ces commentaires de lecture avec certains passages des essais où on voit il y a concordance. Là. Il y a, manifestement, il est en train de lire tel ouvrage au moment où il a écrit tel essai parce que son développement ressemble exactement à ce qu'il dit dans l'essai. Alors, c'est intéressant donc de partir de cette question que sais-je, qui est celle qui anime Montaigne quand il entreprend d'écrire. Quand il écrit les essais, Maxime, vous avez levé la main? Oui, que sais-je? C'est une collection des presses Université de France, hein, je pense. Oui, tout à fait. Et c'est inspiré de ce mot de Montaigne. C'est une collection universitaire et c'est un clin d'œil à la devise de Montaigne, là, que sais-je, parce que c'est une collection qui a un rapport encyclopédique au savoir, justement, comme Montaigne avait un rapport encyclopédique au C'est savoir. des petits livres qui sont les mémoires, hein, je Tout pense. à fait, Il y en des a petits comme livres. 5000, je ne sais pas trop. Oui, il y en a tout plein sur toutes sortes de Oui, sujets et c'est généralement très bien fait. Là. oui. Quand on veut faire le tour d'une question assez Mm. rapidement, et à l'université, c'est d'un bon niveau, là. Peut-être pas au cycle supérieur, mais au bac, c'est tout à fait de niveau. Alors, on peut se tourner vers cette collection-là. Donc, que sais-je, c'est une méthode aussi, méthode qui est employée par la collection pour explorer les sujets abordés dans les livres, mais qui était celle de Montaigne, qu'il avait presque étampé dans le front. Hein. On voit l'image, on a Montaigne avec un tatou dans le front. Que sais-je, c'est assez sympathique parce qu'il aurait bien pu se le faire tatouer ce mot, effectivement. Alors, quand il entreprend d'écrire ses essais, c'est un peu la question qui l'anime. Qu'est-ce que je sais? Qu'est-ce que mes lectures m'ont appris du monde de la vie? Et qu'est-ce que j'ai retenu de ma fréquentation des livres? Et de même, vous pourriez entreprendre d'écrire un jour des essais et ça pourrait porter sur les lectures de votre vie. Alors, il y en a parmi vous des obsédés de livres, de bibliothèques et tout, qui ont un rapport passionné à la lecture. Bien, imaginez à quoi ça pourrait ressembler si vous entrepreniez de ressasser vos souvenirs de lecture, vos plus beaux passages, autant les fictions que les ouvrages de réflexion, les ouvrages universitaires, les essais. Alors, ça pourrait déboucher peut-être sur un dialogue éventuellement qui se poursuivrait par écrit avec ces auteurs qui vous ont tant hanté, habité, impressionné. Alors, ce que sais-je, c'est la question initiale que pose Montaigne, mais en cours de route, au fur et à mesure qu'il écrit ses essais, une autre question va se présenter et devenir de plus en plus obsédante. Qui suis-je? Et cette question, qui suis-je, Montaigne va trouver à y répondre à travers l'écriture, justement. L'écriture va le révéler à lui-même. Plus il écrit sur son savoir l'ivresse, sur ce qu'il a retenu, sur ses fréquentations de différents auteurs, plus il apprend des choses sur ses goûts à lui, sur ses impressions, sur ses opinions, et il les consigne par écrit, il les couche sur le papier, et il se relie constamment et il apprend des choses sur ses inconséquences, sur ses limites, ses inconséquences très nombreuses, et il admet volontiers, mais aussi sur ses bons coups. Alors, il y a des moments de vanité chez Montaigne, il y a des moments d'orgueil, mais il y a des moments où il est en train aussi de se ravaler en disant non, j'ai des défauts assez vilains. Tantôt, c'est des topos, des topos d'humilité, des topos plutôt, oui, topos, c'est le singulier, d'humilité. Tantôt, c'est au contraire, effectivement, sincère. Enfin, on présume. Alors, que sais-je, qui suis-je? Vous avez ici une illustration de la tour du château de Montaigne. Alors, c'est derrière. Malheureusement, le château qu'on a ici, ce n'est pas le vrai château de Montaigne, dans la mesure où celui-ci a brûlé, imaginez-vous donc, au 19e siècle, si je me souviens bien.
Alors, on a dû reconstruire et on n'a pas reconstruit à l'identique, tout à fait. Alors, vous l'avez, la tour de Montaigne ici, en arrière-plan. C'est cette tour où il a travaillé la plupart du temps. C'est là où il a écrit les trois volumes des essais. C'était son refuge, loin de la ménagerie, loin de la famille, loin de sa femme et de ses enfants, avec lesquels il entretenait parfois des rapports un peu difficiles. Ce n'était pas son truc, la gestion familiale. Il a des mots durs des fois dans ses essais à ce propos, bien que tout indique qu'il a été un bon père néanmoins. Mais il a vécu ça difficilement parce qu'il a perdu presque tous ses enfants. Sa femme a accouché de plusieurs enfants, 4 seulement ont survécu, que des filles. Et tous les enfants mouraient dans les premières années, là. Et ça a été très, très dur pour lui parce que les enfants, c'était ces petits êtres délicats, fragiles, auxquels on s'attache et qui nous arrachent le cœur en partant. À un moment donné, tu finis par te détacher parce que ça devient très, très dur de subir coup sur coup, fausse couche et mort prématurée comme ça, là, des enfants. Alors, il est né dans ce château Montaigne. Il est né dans le château et la tour, elle est historique. Elle n'a pas brûlé, heureusement. La devanture, elle a été reconstruite, mais ça n'a pas brûlé. Et vous avez donc cette tour historique dans laquelle Montaigne a travaillé, dans ce château où il est né. Il est né en 1533, donc dans ce château en Dordogne. Michel Ekem, c'est son nom de naissance, va prendre le nom de ce domaine, Montaigne. C'est le domaine de Montaigne. Et ça veut dire ni plus ni moins montagne, en fait, parce que ce château, il est sur un promontoire un petit peu, sur une petite montagne, si on veut. Alors, il prend le nom de ce domaine quand il en hérite, et c'est une façon de s'anoblir. Hein. Michel de Montaigne, il n'était pas noble et sa famille avant lui non plus. Il est issu d'une famille de commerçants qui ont fait fortune. Son aïeul, son grand-père a fait fortune dans le commerce et c'est un titre un peu usurpé de noblesse, là, le titre qu'il prend de Michel de Montaigne, de sieur de Montaigne. Il a passé une enfance heureuse dans ce château, au cours de laquelle il a appris le latin, je vous l'avais dit, d'une manière assez peu traditionnelle. Son père avait engagé un précepteur qui avait eu pour mission de ne lui parler qu'en latin. Alors, c'était singulier parce qu'il était le seul à l'époque de la Renaissance à avoir pour langue maternelle le latin, alors que c'était une langue morte depuis la fin de l'Empire romain. Voilà que Michel Montaigne apprend le latin comme langue maternelle jusqu'à l'âge de 3 ans. On ne lui parle qu'en latin et on apprend aux domestiques, aux voisins, juste assez d'éléments de latin pour pouvoir discuter avec l'enfant pour pas qu'il soit isolé. Ça lui donne un avantage considérable lorsqu'il arrive au pensionnat du Collège de Guyenne à Bordeaux, où il va faire ses études, parce qu'il maîtrise mieux le latin que n'importe quel de ses professeurs. Imaginez, pour lui, c'est sa langue maternelle. Alors, quand il suit des cours de brillants humanistes là, qui sont là, Marc-Antoine Muret, entre autres, il connaît mieux les textes, il peut les lire avec plus d'aisance que n'importe qui là-bas. Alors, c'est assez extraordinaire. Et cet avantage lui permet d'assimiler brillamment l'enseignement humaniste. C'est quelqu'un qui va absorber tout comme une éponge et qui va lire beaucoup de choses déjà à cette époque. Il va étudier le droit, Montaigne, au départ. Alors, c'est quelqu'un qui a une formation, donc, en rhétorique, nécessairement. Parce que quand on étudie le droit, on se forme à l'éloquence judiciaire, délibérative, éventuellement épidictique. Et donc, c'est important de le savoir, que ça faisait partie de sa formation. Quand il parle de rhétorique et qu'il exprime son mépris pour la rhétorique, qu'il dit « Ah, moi, j'écris comme ça me vient, je ne fais pas de style, je ne m'enfarge pas dans les détails, je ne sais pas de faire de la rhétorique », il faut le prendre avec réserve. Ce n'est pas tout à fait sûr qu'il n'est pas en train là de nous rouler dans la farine, de nous manipuler un petit peu. C'est quelqu'un qui a très, très bien assimilé les règles de la rhétorique et qui est capable de nous les servir sans qu'on s'en rende compte. Alors, il étudie donc le droit à Toulouse. Il va être nommé conseiller à la Cour des aides du Périgueux, d'abord en 1554, puis en 1557, il devient conseiller au Parlement de Bordeaux. C'est là qu'il va faire la connaissance d'Étienne La Boétie, qui va devenir vraiment son meilleur ami. Et ces deux-là sont deux figures d'une même pièce.
Ils vont vraiment bien s'entendre. Montaigne exprime pour lui envers la Boétie une amitié, pas une amitié, mais une admiration sans borne. Il va vouloir d'ailleurs, à la mort de la Boétie, publier ses œuvres, et notamment le Contre-un, le discours de la servitude volontaire que la Boétie avait écrit à l'âge de 18 ans, et aussi certains poèmes, parce que c'était un poète brillant aussi. Alors, au départ, une des destinations vraisemblables des essais, c'est de devenir une espèce d'écrin pour faire valoir ces perles, ces bijoux que sont les textes de la Boétie. Il s'agit d'écrire des textes autour de l'amitié, puis de leurs rencontres et comment ils se sont fréquentés et tout, pour faire valoir après ça l'œuvre de la Boétie. Mais Montaigne sent la soupe chaude parce que le discours de la servitude volontaire est presque un appel à l'insurrection. Il se dit que c'est peut-être pas une si bonne idée, de toute façon, puisque le texte circule déjà sous les manteaux, de le publier et d'attacher son nom à cet ouvrage. Alors, il préfère laisser tomber, et c'est tant mieux parce que les essais vont prendre une orientation tout à fait différente. Plutôt que de servir de faire-valoir pour la Boétie, ça va devenir un faire-valoir pour Montaigne lui-même. Il est très douloureusement affecté par la mort de la Boétie en 1563, mort à laquelle il assiste parce que Étienne de la Boétie avait insisté pour réunir autour de lui famille et amis pour assister à sa mort. Alors, il faut l'imaginer assis dans son lit en train de réconforter les uns et les autres en disant « Non, ce qui m'arrive est dans l'ordre des choses, c'est la nature qui le veut, et une vie, qu'elle ait duré 10 ans, 33 ans ou 60 ans, est complète. Et vous n'avez pas pleuré ma mort, je l'accepte volontiers. » Et ça va laisser une grande, grande impression sur Montaigne qui va rêver de mourir comme lui, rêver de mourir en sage stoïcien, capable de réconforter les uns et les autres. Hélas, les circonstances de l'existence vont faire que ça ne se produira pas tout à fait ainsi. Montaigne va être frappé d'aphasie à sa mort, juste avant sa mort, et va être incapable de parler. Il est mort incapable de tenir ses discours dont il avait rêvé toute sa vie là, de parler. Là. Voilà. Alors, quand la Boétie meurt, il lègue à Montaigne sa bibliothèque, sa librairie, qui comporte près de 1000 volumes, je vous l'ai dit, et Montaigne va faire aménager dans la tour, qui est juste derrière moi ici, la librairie, sa librairie à lui, c'est-à-dire sa bibliothèque contenant tous les livres ainsi que ceux que lui a légués la Boétie, parce que Montaigne avait aussi acquis des livres avec tout ce temps-là. Et là, il faut imaginer une bibliothèque à l'époque de 1000 livres. Je suis à peu près certain que la plupart d'entre vous n'en ont pas autant dans leur maison. Et pourtant, aujourd'hui, c'est plus facile que jamais d'écrire des livres. Et là, les livres électroniques ne comptent pas, là, parce que c'est vrai que moi, sur ma liseuse électronique, je dois avoir ça, des milliers de livres. Mais on parle des livres en papier. À l'époque, c'était déjà considérable. Et aujourd'hui encore, 1000 livres, c'est un sacré volume, un sacré nombre de volumes, effectivement. Alors, imaginez la joie d'être entouré de tous ces livres et de pouvoir à loisir consulter, feuilleter les grands auteurs, les découvrir. C'est le projet de retraite de rêve. En tout cas, pour moi, je trouverais ça vraiment génial de pouvoir accéder librement à tous ces textes et pouvoir y passer tout mon temps. Alors, il renonce à sa charge de magistrat en 1570 et Samuel, vous avez levé la main? Oui, juste une seule question. À cette époque-là, quand il faisait des livres, j'imagine qu'il n'y avait pas, comme aujourd'hui, des libraires. Fait que dans le fond, il faisait quoi? Il passait commande à un imprimeur? Non, ben, il y avait des imprimeurs qui avaient pignon sur rue et on pouvait acheter des volumes sur place. On pouvait aussi aller dans les foires. Il y avait des marchés du livre, si on veut, où on vendait des exemplaires. Et il y avait, sans parler d'un réseau de distribution là, aussi sophistiqué qu'aujourd'hui, il y avait quand même distribution de ces ouvrages-là, de sorte qu'on pouvait s'en procurer assez facilement. Là. Ça coûtait cher, cependant. C'est pour ça qu'on s'est mis à imprimer des ouvrages in octavo. C'est des feuilles qu'on pliait en 8 pour réduire les coûts parce que les premiers volumes étaient parfois un peu trop gros, trop grands, peu malléables et surtout très coûteux.
Alors, c'était pratique d'avoir des petits ouvrages aussi pour réduire les coûts. Et puis, si on faisait sauter la reliure en cuir, la couverture est sophistiquée, ben, ça coupait les coûts aussi, mais ça fait des ouvrages qui ont survécu un peu moins aux injustices du temps, là, enfin, aux dommages du temps, parce qu'il y a des ouvrages qui ont été très bien préservés. Quand je travaillais à la Bibliothèque nationale de Paris, il y a des ouvrages qui étaient comme, je ne dirais pas neufs, mais à peu près intacts, alors que d'autres étaient vraiment très abîmés. Puis on voyait la différence entre la qualité là, du papier de certains exemplaires, l'encre employée, la reliure. Il y avait plein d'éléments déterminants là, dans la qualité du produit. Alors, il a tous ses livres autour de lui. Et quand il s'installe en 1570 à la retraite, il se consacre à la lecture de ses livres, bien sûr, d'abord, à l'étude des textes anciens, et notamment ceux de Sénèque et de Plutarque. Il dit souvent dans ses essais qu'il ne peut pas lire Sénèque ou Plutarque sans prendre tantôt une cuisse à l'un, tantôt la poitrine de l'autre. Il prend toujours un morceau. Et c'est vrai qu'il fait ça, et pas seulement dans les citations. Vous avez remarqué peut-être qu'il cite souvent Sénèque et Plutarque, mais il les paraphrase aussi. Souvent, là, c'est même proche du plagiat à certains égards, quoique la question ne se pose pas à la Renaissance, la notion de plagiat n'existe pas. Alors, il fait beaucoup d'emprunts. C'est ses auteurs de prédilection, surtout au début de sa retraite. C'est ceux qu'il lit avec le plus de bonheur, de plaisir. Et ce n'est pas un hasard si on retrouve ça dans les essais, des passages très nombreux inspirés de Sénèque et de Plutarque. C'est donc à cette période qu'il entreprend aussi l'écriture des essais. Très tôt dans sa retraite, il va commencer à écrire sans avoir un projet précis d'écriture, sans savoir ce qu'il veut faire exactement avec ça. Il commence par écrire en marge d'un texte de Plutarque, de Sénèque, justement un commentaire, et il n'y a plus assez d'espace dans la marge, donc ça déborde. Il prend une feuille de papier, s'installe à sa table que vous voyez ici sur le diaporama et qui est représentée. Ça, c'est une simulation informatique. On peut visiter le château de Montaigne virtuellement et on a reconstitué sa librairie avec éventuellement, et on travaille là-dessus, possibilité de lire les ouvrages. Alors, on va numériser les ouvrages qui sont conservés à la Bibliothèque municipale de Bordeaux et on va pouvoir cliquer sur ces ouvrages et les ouvrir et lire comme Montaigne a pu les lire et même lire les commentaires, les annotations de Montaigne. Alors, ces annotations, elles débordent parfois et Montaigne est obligé de prendre une feuille de papier, s'installer à sa table et écrire ses pensées sur la lecture, qui sont des commentaires de lecture, en fait. Comme on pourrait avoir envie de le faire quand on est très emballé par une lecture, on a envie des fois d'écrire sur le propos, voire de signer un compte-rendu. C'est quelque chose qu'on peut faire. Et Montaigne ne se gêne pas pour le faire. Son idée n'est pas claire, ce qu'il va faire avec ça, mais il écrit néanmoins, ça progresse. Il se rend compte que ça va dans tous les sens, que ce n'est pas facile de faire des livres et que ce n'est pas son métier finalement. Il est cependant nommé gentilhomme de la Chambre du roi en 1571, un titre essentiellement honorifique, mais dont il se glorifie. Il est content d'écrire sur le frontispice des essais qu'il est gentilhomme de la Chambre ordinaire du roi. Et il continue néanmoins à s'adonner à l'écriture pendant ce temps-là, même s'il reçoit parfois la visite du roi ou qu'il se rend lui-même à la cour comme conseiller pour donner son impression, son avis. C'est un homme d'expérience qui a eu une carrière politique importante. Alors, il peut conseiller les souverains et les rois ne se priveront pas de son conseil. C'est quelqu'un qui jouit d'un capital d'estime considérable. Il est donc en train d'écrire ses essais de la période qui va de 1570 à 1580. Et c'est en 1580 qu'il va publier pour la première fois ses essais. C'est les deux premiers livres qu'il publie en 1580. Ce n'est pas les trois. Le troisième, il va naître plus tard, en 1588. Et déjà, ces essais sont très aboutis. Ils vont l'être encore davantage parce qu'après leur publication, il va continuer à les retravailler. Ce qu'il fait, c'est qu'il prend les éditions imprimées et il écrit dans les marges des commentaires à l'adresse de son éditeur pour insertion subséquente de certains passages, commentaires et suppression de d'autres, mais surtout des ajouts. Il appelle ça ses allongeailles. Alors, il écrit des allongeailles qui font que si vous lisez l'édition Princeps, la première édition des essais, vous allez voir que ça a beaucoup évolué là, depuis la première édition de 1580 jusqu'à 1588. Le livre a pris du volume considérablement parce qu'il a ajouté des commentaires. Et ce qui est amusant avec ces commentaires, c'est que parfois, ça change le propos et l'orientation du propos. Si, par exemple, dans Que philosophie, c'était apprendre à mourir,
Il dit que l'important, c'est de toujours avoir à l'esprit sa mort, se lever le matin en se disant « mais aujourd'hui, je pourrais mourir ». À la fin, quand il revient dans ses dernières allongeailles, ses derniers commentaires ajoutés, il est en train de dire tout à fait le contraire. Et si on ne fait pas attention à ces différentes couches de rédaction-là, on peut avoir l'impression que Montaigne est absolument pas cohérent, qu'il change d'idée comme il change de chemise, mais il faut voir l'évolution dans le temps. Et c'est pour ça que je regrette que l'édition que je vous ai fait lire ne comportait pas les marques des couches de rédaction. Vous allez voir dans les éditions les plus sérieuses qu'on a soit une étoile, soit une barre oblique, soit la mention A, B, C pour distinguer les trois couches de rédaction. Et dans les extraits qu'on va lire ensemble, vous allez voir qu'on les distingue, ces couches de rédaction-là. Et c'est important parce que ça nous montre vraiment le cheminement de la pensée de Montaigne qui change du tout au tout d'une année à l'autre. Alors, il s'explique sur son projet lorsqu'il publie en 1580 son volume, ses 2 volumes des essais. Il s'explique sur son projet ainsi, dans un avis au lecteur. Alors, le A, c'est justement la couche de rédaction. Ça nous indique que ce texte, l'avis au lecteur, a été rédigé pour la première édition. Et on ne voit pas de B s'introduire ou de C, c'est-à-dire qu'il n'a pas été retouché. Ce qu'on a ici, en tout cas, c'est un texte qui n'est pas retouché, qui était exactement comme ça en 1580, qu'il n'a pas allongé, qui n'a pas étendu par la suite, en tout cas, au moins pour ce passage. Et il nous explique ce qu'il en est de son livre et de la compréhension qu'il en a à l'époque. Pas encore tout à fait la même que peut-être pour le 3e livre, mais déjà rendu très, très loin. Dans l'idée de l'autoportrait, il a déjà une idée assez claire de ce qu'il veut faire, de sa réponse au que sais-je et au qui suis-je. C'est ici un livre de bonne foi, lecteur. Il t'avertit dès l'entrée que je ne m'y suis proposé aucune fin que domestique et privée. Alors, il te dit tout de suite la vérité, ce livre. C'est un livre de bonne foi, il est honnête. Il te dit que c'est une perte de temps un peu pour toi de lire ce livre-là parce que c'est un livre que j'écris pour ma sphère privée, pour ma sphère domestique, pour mes proches, mes amis, qui vont peut-être me perdre bientôt. Et en fait, ça ne te concerne pas. Et pourquoi il nous dit ça? C'est parce qu'il veut s'excuser d'avoir parlé de lui-même. Et une façon de s'excuser d'avoir parlé de lui-même avec autant de complaisance, c'est de dire, je l'ai fait pour ma famille. Je l'ai fait parce que ce livre, il s'adressait à mes amis d'abord. Et eux, ça les intéresse, ces choses-là. Alors, c'est une précaution rhétorique de la part de quelqu'un qui dit ne pas faire de rhétorique. Ça commence fort. Je n'y ai eu nulle considération de ton service, ni de ma gloire. Alors, je n'ai pas voulu faire œuvre utile, je n'ai pas cherché à t'édifier, à t'instruire. Je n'ai pas cherché non plus à me faire connaître et à devenir un grand auteur. Je n'ai eu nulle considération de ton service ni de ma gloire. Mes forces ne sont pas capables d'un tel dessein. Topos de modestie ici, topos d'humilité certainement, qui est tout à fait bienvenu en exorde à l'ouverture d'un texte. On est dans les usages rhétoriques classiques, traditionnels. Dans une ouverture, il faut faire preuve d'humilité pour aller chercher la bienveillance de son lectorat. Alors, on est dans un texte qui est vraiment un morceau de rhétorique tout du long. Je l'ai voué à la commodité particulière de mes parents et amis. Ce livre, il est destiné à mes parents et à mes amis, à ce que, m'ayant perdu, ce qu'ils ont à faire bientôt, le bonhomme avait 39 ans quand il a pris sa retraite, hein, et quand il écrit cet avis au lecteur, c'est plus proche de 1580, mais on s'entend pour dire qu'il n'est pas si vieux que ça. Ils y puissent retrouver aucun trait de mes conditions et humeurs et que par ce moyen, ils nourrissent plus entière et plus vive la connaissance qu'ils ont eue de moi. Si c'eût été pour rechercher la faveur du monde, je me fusse mieux paré et me présenterais en une marche étudiée. Si vraiment j'avais voulu me soucier de ma gloire, me préoccuper de ma propre gloire, vraiment, je me serais présenté de façon plus flatteuse parce que je dis des choses sur mon compte qui ne sont pas toujours vraiment très sympathiques. Il parle de ses défauts, il raconte des anecdotes qui ne sont pas flatteuses du tout. Alors, effectivement, s'il se souciait de sa gloire à tout prix, il n'aurait pas écrit des choses comme ça. Alors, oui, il y a Mécan qui écrivait un peu plus tôt, Montaigne qui précise dans ses essais qu'il est assez beau. Oui, il y a des moments de vanité, mais il y a des moments aussi de ravalement. Il y a un peu des deux. Il faut faire le départ de la rhétorique là-dedans. Je veux qu'on m'y voie en ma façon simple, dans les essais. Je veux qu'on m'y voie dans cette œuvre-là en ma façon simple, naturelle et ordinaire, sans études et artifices. Je veux renoncer aux artifices de l'art et aux artifices de la rhétorique. Je ne veux pas faire semblant d'être ce que je ne suis pas. Je veux être authentique. Car c'est moi que je peins. C'est moi, Michel de Montaigne. Alors, c'est ce qui nous permet de faire l'adéquation entre le jeu instance énonciative des essais et la personne de l'auteur. Mes défauts s'y diront au vif
et ma forme naïve, autant que la révérence publique me l'a permis. Alors, je vais parler de toutes sortes de choses, autant que le respect des usages en société me permet de le faire, parce qu'il y a des choses qui ne se disent pas en société. On ne peut pas parler de tout, et notamment de la sexualité, sans se censurer un peu, sans un peu de retenue. Et il va très loin à cet égard. Il parle de dysfonction sexuelle à un moment donné, d'anecdotes assez croustillantes, mais il connaît ses limites. Et il nous dit que si j'eusse été entre ces nations qu'on dit vivent encore sous la douce liberté de mes premières lois, des premières lois de nature, je t'assure que je m'y fusse très volontiers peint tout entier et tout nu. Alors, je le crois, s'il n'y avait pas eu effectivement des tabous à l'époque, il aurait volontiers choisi de se présenter sans pudeur aucune, sans retenue, mais il est conscient qu'il y a des choses qui ne se disent pas, et notamment le fait de parler de soi est un tabou, et il le sait, il en a une conscience aiguë. Donc, il se retient d'être trop complaisant des fois. Ainsi, lecteur, je suis moi-même la matière de mon livre. C'est moi le sujet des essais, en fin de compte. C'est ça que je te dis là. Alors, ce n'est pas raisonnable que tu emploies ton loisir en un sujet si frivole et si vain. Te voilà averti, c'est une perte de temps de lire les essais, puisqu'il est question que d'un seul personnage, Michel de Montaigne essentiellement, et que ça n'intéresse personne. Bon, voilà une curiosité quand même un peu piquée par cette introduction assez brillante. Adieu donc de Montaigne, ce 1er de mars 1580. Alors, il écrit ça en 1580, c'est au moment où il publie donc ses essais, et tout de suite, il va partir en voyage. Il est atteint de cette maladie dont je parlais tout à l'heure, la maladie de la pierre, c'est comme ça qu'il l'appelle, ou il l'appelle parfois aussi la gravelle, c'est le nom qu'on donnait à l'époque, dont il a ressenti les premières atteintes en 1578. Déjà, il souffrait de ça. Son père avant lui avait eu la même maladie. Et les docteurs vous diront que c'est le genre de maladie qui occasionne les pires souffrances que l'on puisse éprouver sans s'évanouir. Plus douloureux que ça, tu t'évanouis. Ton corps a un mécanisme de protection qui fait que tu tombes dans les pommes pour ne pas ressentir une telle douleur. Mais ça, c'est juste avant. Et j'ai un grand-père qui a souffert de ça et je l'entendais crier parfois et j'ai le sentiment qu'effectivement, ça peut être vraiment douloureux. Alors, il entreprend de... Maxime, vous avez levé la main? Non, juste dire, j'en ai eu. Ah oui. Oui, non, j'ai pris de la morphine. Là. Ah oui, c'est quelque chose de terrible. Non, c'est ça. En même temps, ma blonde me disait qu'elle a accouché 3 fois, puis que c'était... En tout cas, il reste que... Non, mais il reste que comme douleur, je sais pas comment il faisait sans drogue. Ah ben oui, à l'époque, il n'y avait pas de traitement pour ça. Sinon, les bains, justement, il y avait des sources thermales un peu partout en Europe, des endroits où l'eau est naturellement chaude et on recommandait ça pour le traitement de la douleur et ça faisait un certain effet, mais des fois, c'était limite. C'est comme le médecin me disait que c'était comme un coup de poignard, dans le fond. Oui. Et c'est pas inintéressant d'en parler dans la mesure où Montaigne, ça a eu un effet sur lui parce que quand on souffre comme ça, on est amené à se replier sur soi. Et on est très attentif à sa personne, à son corps. Et c'est quelque chose qui est très présent dans les essais, cette conscience du corps. Et je pense que c'est directement lié à la maladie dont il souffrait. Il nous raconte parfois des anecdotes dont on se serait passé en disant ce matin, j'ai pissé une pierre grosse comme un pouce, là. Ouch! Mais ça fait partie de l'expérience et ça fait partie de son rapport à la mort aussi parce qu'il rêve d'une mort sans souffrance. Hein, il voit ce que c'est, la douleur, il la sent du fait de la maladie et il ne voudrait pas être prisonnier là, d'une fin de vie où on endure de telles souffrances. C'est extrêmement angoissant parce qu'on se demande quand ça va faire mal encore. Là. Quand on a un moment de répit, on se demande quand est-ce qu'on va avoir la prochaine crise en fin de compte. Alors, il fait cette tournée des bains, des sources thermales en Europe à partir de 1580. Il tente de se faire soigner dans différentes villes d'eau, de France, d'Allemagne, d'Italie. Séjour marqué notamment par une rencontre avec la censure romaine qui va se saisir de ces livres qui se sont diffusés un peu partout déjà. Assez rapidement, ça l'a été distribué. Je ne me souviens plus des circonstances dans lesquelles
la censure romaine a pu mettre la main sur les exemplaires des essais, mais peut-être parce qu'il les avait transportés avec lui. Toujours est-il qu'on l'a invité à jouer de prudence et, lors de sa prochaine édition des essais, à censurer certains passages qui apparaissaient limite proches de l'hérésie. Montaigne a dit oui, je prends bonne note de ça. C'est arrangé pour noyer le poisson en ajoutant des développements à gauche et à droite, mais jamais ne s'est censuré tout à fait. Il a juste réussi à divertir un peu l'attention de la censure et pour s'en tirer. Mais on mesure mal le courage dont il a fait preuve à une époque où on brûlait des gens pour moins que ça. Il y a des passages dans les essais là, vraiment qui n'auraient pas passé à la Sorbonne, au tribunal d'inquisition de la Sorbonne. Alors, c'est pendant ces voyages. Imaginez, vous partez en vacances, OK? Vous partez en vacances pendant 2 ans, comme ça, là, vous prenez un congé sabbatique qui s'étend un peu et vous jouissez d'une réputation considérable et la ville dont vous venez décide, en votre absence, de vous nommer maire parce qu'on se dit « Ah, ça ferait un bon maire ». Alors, Montaigne, à son insu, sans s'être présenté, sans avoir jamais manifesté le désir de reprendre du service, lui, il avait pris sa retraite depuis plus de 10 ans, arrive à Bordeaux et apprend qu'on l'a nommé maire en son absence du fait de la réputation dont il jouissait. Il n'est pas content, et je ne l'aurais pas été non plus, mais c'est un honneur qu'on ne peut pas refuser tout à fait, surtout que le roi a écrit une lettre qui laisse clairement entendre qu'il serait très fâché que Montaigne refuse cet honneur. Alors, quand le roi vous écrit personnellement de sa main et qu'il signe et qu'il dit « je serais fâché si vous deviez refuser », on avale la pilule et on accepte le titre. Alors, il se retrouve maire de Bordeaux, malgré lui, de 1581 à 1585. Et il s'acquitte de son travail honorablement. Ce ne sera pas le meilleur maire de l'histoire, ce ne sera pas le meilleur maire que Bordeaux ait pu connaître, mais c'est un travail dont il a hérité malgré lui. Alors, il ne faut pas lui en vouloir. En 1588, Montaigne se rend à Paris pour faire paraître la seconde édition des essais, apportant plus de 600 ajouts à Longeil, au corpus existant ainsi qu'au troisième livre. Alors, vous avez ici l'exemplaire qui a été annoté par Montaigne par la suite. Alors, le livre 3 que vous avez lu, c'est un livre qui a été édité donc en même temps que les deux autres, allongé par plein de commentaires comme ça marginaux là, que l'éditeur a dû trouver le moyen d'insérer. Et ce troisième livre, donc, était inédit en 1588. C'est la première fois qu'il publie, mais lui aussi va vouloir le développer. Lui aussi va vouloir le commenter avec davantage d'allongeailles. Et c'est cette dernière édition annotée par Montaigne qui va être publiée après sa mort, parce que Montaigne meurt en 1592. Et c'est à Paris qu'il avait fait, justement, alors qu'il venait porter son ouvrage pour la publication, qu'il a fait la rencontre de cette femme, Marie de Gournay, dont je vous ai déjà dit quelques mots, cette intellectuelle de génie, qui était une fan finie de Montaigne, hein, et qui va vers lui en disant « Mais monsieur de Montaigne, j'ai lu vos essais, ça a changé ma vie. » Montaigne, très flatté, dit « Ah oui, vraiment, vous avez trouvé ça intéressant. » Va se prendre d'affection pour elle et un peu la prendre comme sa fille adoptive. Et elle s'enorgueillit de ce titre. Elle en parlera de Montaigne avec une affection là, vraiment manifeste tout au long de sa vie, comme son père intellectuel. Et après sa mort, va s'employer à publier ses essais, mais aussi ses propres textes à elle. Elle est une écrivaine de génie, de talent, et elle va publier ses propres textes après, influencé quelque peu, bien sûr, par sa fréquentation de Montaigne. Alors, cette complicité va donner l'édition qui est devenue l'édition définitive, l'édition faite à partir de l'exemplaire de Bordeaux. Aujourd'hui, quand on publie les essais, c'est toujours les 3 volumes, publiés en 1588 et annotés de la main de Montaigne et réédités donc en 1595 par les soins de Marie de Gournay, donc qui implique toutes les annotations, les commentaires subséquents après 1588 que Montaigne a pu ajouter. Alors, c'est l'histoire, l'élément biographique, si on veut, de mon propos. Là, j'en viens aux questions plus importantes de fond. On passe déjà au deuxième point. J'allais dire déjà, mais c'est quand même une heure que je parle. Et on passe donc au deuxième point, Montaigne essayiste, du scriptor à l'auctor. Alors, on peut distinguer au moins 4 fonctions dans le métier d'écrivain tel qu'on le conçoit à partir du Moyen Âge. Et ce que je vais m'employer à faire à partir de maintenant, c'est montrer comment Montaigne n'a pas tout inventé.
Alors, la forme des essais peut nous sembler inédite, peut nous sembler ressembler à rien de ce qu'on a lu précédemment, mais si on y regarde de plus près, Montaigne s'est inspiré de plusieurs sources qui expliquent assez bien comment il en est venu à ça. C'est presque une évolution irrésistible. Et si ce n'était pas lui qui avait inventé l'essai, ça aurait été quelqu'un d'autre. Parce que tous les éléments étaient en place pour la création d'une forme plus libre, plus souple, qui s'est appelée essai parce que Montaigne l'a emporté, si on veut, de vitesse sur d'autres auteurs qui avaient trouvé d'autres noms, tantôt leçon, tantôt d'autres termes. Mais c'est le genre essayistique qui va s'imposer du fait du titre choisi par Montaigne, mais ça aurait pu être une autre forme. C'est ce qu'on va comprendre à travers ce panorama-là. On peut distinguer donc 4 fonctions dans le métier d'écrivain. Un écrivain, il peut être strictement un scribouilleur, quelqu'un qui écrit, qui recopie sans ajouter ni retrancher. Alors, on a des scribes, des copistes au Moyen Âge, qui sont des scripteurs là, qui recopient les textes sans ajouter ni retrancher. Et vraiment, on est dans un rapport là, de reproduction à l'identique. On a aussi, et c'est quelque chose qui foisonne à la Renaissance, des compilateurs. Le compilateur, c'est celui qui choisit et rassemble sans jamais mettre du sien. C'est quelqu'un qui va aller chercher des passages à gauche et à droite, va les découper en quelque sorte, puis va les regrouper dans un texte et pour produire une compilation. Alors, à la Renaissance, ça se vend comme des petits pains chauds. Il y a des gens qui n'ont pas le temps de lire tout Aulugel, Tacite, Hérodote, et là, il y a quelqu'un qui va faire le travail pour eux. Il va aller faire une synthèse, finalement, des passages les plus intéressants chez les uns, chez les autres, et il va faire une compilation. Et ça va donner un volume assez considérable, mais qui nous épargne d'avoir acheté et Tacite, et Aulugel, et Hérodote. Alors, on a des collections comme ça qui sont le fait de compilateurs. Donc, il y a quelque chose qui participe donc de la compilation aussi dans les essais. Il y a un travail de découpage, de recoupage d'anecdotes que Montaigne est allé chercher à droite et à gauche. Comme il y a quelque chose du scripteur aussi, dans la mesure où ça lui arrive de recopier sans ajouter ni retrancher. Ça lui arrive à Montaigne de reprendre presque verbatim Sénèque ou Plutarque, dont je parlais tout à l'heure. Hein. Je ne peux pas m'empêcher de Sénèque m'empêcher de lire Sénèque sans lui emprunter une aile ou une cuisse. Là. Alors, il y a ça dans les essais. Il y a des passages qui aujourd'hui nous feraient dire « ouf, c'est du plagiat », notamment quand il reprend le texte d'Amyot, la traduction de Plutarque par Amyot, qui est paru à la même époque, dans la même langue. Et c'est vraiment très proche. Quand on met les passages un à côté de l'autre, là, on a vraiment l'impression d'un plagiat. Là. Si je passais ça à Compilatio, l'outil informatique qu'on utilise pour détecter le plagiat à l'UQAC, j'aurais une sonnette d'alarme qui me dirait « il y a plagiat très net ». Mais ce n'était pas un enjeu à l'époque, donc on ne s'en soucie pas. Il y a aussi ce rôle pour l'écrivain, depuis le Moyen Âge, certainement, et c'est encore vrai à la Renaissance, du commentateur. J'ai souvent parlé des scolies. En fait, ça m'arrive de faire le lapsus et j'en profite pour le souligner ici. Là. Je dis dans les vidéos qu'on a mis sur YouTube scorie, alors que je devrais dire scolie. Alors, c'est deux choses différentes. Scorie, c'est des résidus métallurgiques, par exemple, mais de façon imagée, ça peut vouloir dire quelque chose du genre. Mais scolie, c'est les passages et les commentaires insérés par les scoliastes. Et c'est ce qui va donner son nom à la scolastique quand on se mêle d'ajouter ses commentaires, finalement. Je parlais de ces moines copistes qui écrivent, par exemple, qui reproduisent un manuscrit de Cicéron et qui, à un moment donné, ne sont pas d'accord avec Cicéron et se permettent des scolies, justement, d'introduire un commentaire qui n'a rien à voir avec le manuscrit de Cicéron, mais qui est bien personnel. Alors, le commentateur, le scoliaste, c'est celui qui fait des scolies, qui s'introduit dans le texte pour le rendre plus intelligible parfois, mais pas toujours. Parfois, ce n'est pas plus intelligible. Et enfin, vous avez l'auctor. Enfin, c'est celui qui donne ses propres idées, l'auctor, l'auteur de plein titres, le professionnel de l'écriture, en s'appuyant toujours sur d'autres autorités, bien sûr, parce qu'on ne part jamais de rien. On écrit toujours en fonction de ce qui a été écrit avant. On ne peut pas s'affranchir tout à fait de la tradition.
Mais c'est quand même certain que quelqu'un qui se commet davantage que le scripteur, le compilateur, le commentateur, on s'entend. C'est celui qui va signer un ouvrage qui est essentiellement de son fait. Montaigne est tour à tour, voire simultanément, scriptor, compilator, commentator et auctor dans les essais. Alors, quand on lit les essais, on voit ces 4 catégories, ces 4 rôles se chevaucher. Et parfois, dans un même essai, il y a des passages qui sont imités, où il recopie sans ajouter ni retrancher. Il y a des passages qui sont copier-coller d'un auteur et puis d'un autre. Alors, vous avez un petit florilège de Virgile, de vers de Virgile, par exemple. Vous avez le commentateur qui s'insère, qui dit, OK, ben là, il y a César qui disait telle chose. Moi, je pense que César ici déraille parce qu'Alexandre a montré, ben voilà. Alors, vous voyez un peu comment ça s'articule. Et enfin, à un moment donné, un lecteur qui trouve à s'affirmer à travers ça, qui trouve sa propre voix, qui en vient à se faire confiance et à se prononcer, à se commettre, sans avoir à s'appuyer toujours sur les épaules des autres. Alors, il écrit, Montaigne, ce passage très intéressant dans le livre 1, chapitre 26 de l'Institution des enfants. « Les abeilles pillotent de ça, de là des fleurs, mais elles en font après le miel, qui est tout leur. » Alors, les abeilles, elles vont chercher sur les fleurs du pollen, et le pollen, il n'est pas leur, il appartient aux fleurs. Mais ces emprunts qu'elles font à gauche et à droite, elles vont en faire leur miel. Et c'est un peu ce que j'ai essayé de faire moi-même. Je suis allé emprunter à gauche et à droite du pollen, des idées des uns des autres, mais j'en ai fait mon miel à moi. Ce sont maintenant mes idées que je présente. Alors, qui en est tout l'heure, ce n'est plus thym ni marjolaine. Ainsi, les pièces empruntées d'autrui, il les transformera et confondra pour en savoir. Il parle de l'enfant, il parle de l'éducation des enfants, c'est pour ça qu'il parle au « il », mais il pourrait aussi bien dire « je », parce que c'est ce qu'il fait aussi. Ainsi, les pièces empruntées d'autrui, je les transformerai et confondrai pour en faire un ouvrage tout à moi, à savoir mon jugement, mon institution, mon travail, études qui ne visent qu'à me former, en fin de compte. Alors, ce qu'il dit de l'éducation des enfants pourrait très bien s'appliquer aussi à ce qu'il fait. Alors, c'est un butineur, Montaigne. Il butine d'un livre à l'autre et il va chercher des morceaux comme ça qu'il va rassembler et en faire son miel, justement. Et c'est un travail qui a parti avec ce qu'on appelait l'imitation, l'imitatio, qui est une valeur stylistique importante à la Renaissance. On valorise l'imitation, ce n'est pas un péché, au contraire. Plus on s'approche de son modèle, plus on est applaudi, plus on est apprécié. Et aussi, un autre rapport à l'écriture qui s'installe simultanément et qui est de plus en plus important à la Renaissance et qui a parti avec l'émulation. C'est-à-dire qu'on commence à se former par un travail d'imitation, on essaie de reproduire amoureusement le travail des autres, mais un jour, on en vient à un degré de maîtrise où on peut parler de sa propre voix et donc devenir à son tour auteur de plein titre, de plein droit, grâce à l'émulation, où on dépasse l'imitation simple par quelque chose qu'on y met du sien, finalement, de plus personnel. Alors, on a observé ce mouvement-là chez les Cicéroniens, qui étaient des singes serviles de Cicéron, qui voulaient reproduire le style de Cicéron à l'identique et qui fustigeaient quiconque s'en éloignait. Mais on a aussi vu l'équivalent dans le mouvement pétrarchiste. Tous ces poètes qui vont essayer de reproduire le succès de Pétrarque et de son canzonière et son chansonnier, son recueil de poèmes autour de la figure de l'art, et qui va servir donc de modèle à l'imitation, voire éventuellement à l'émulation. Et ça va donner quoi? Ça va donner les poètes de la Pléiade, dont on va parler la semaine prochaine, notamment du Bellay, qui, dans sa défense et illustration, va montrer comment, de cette phase d'imitation, qui a été très importante pour la littérature française, il faut maintenant passer à la phase d'émulation, où la littérature française tente de se développer et de s'enrichir pour ne pas rester simplement dans
la reproduction à l'identique de ce que les autres ont fait pour produire des œuvres de notre cru capables d'illustrer et d'enrichir la langue française. On va en parler la semaine prochaine de ce travail de valorisation de la langue française. Alors, maintenant, on va voir les formes voisines de l'essai. On va voir que si vous n'aviez pas lu Montaigne, mais vous aviez choisi de lire Diogène Laërce ou Plutarque ou Aulugel ou Tite-Live, vous auriez peut-être eu l'impression, avant de lire Montaigne, si vous aviez lu ça juste avant, que Montaigne n'était pas si original que ça, en fin de compte. Et vous auriez compris un peu mieux ce que Montaigne est en train de faire, sachant où il a pris ses idées, en fin de compte. Alors, si on lit les écrits des doxographes et moralistes, beaucoup fréquentés par Montaigne, et expressément, il ne s'en cache pas, il les cite à tour de bras. Regardez en note de bas de page, regardez dans même sa librairie, il y a des poutres au plafond, il a fait graver des sentences. Elles sont tirées souvent des doxographes de Sénèque, de Plutarque, de Diogène Laërce. Vous avez, enfin, Sénèque n'est pas un doxographe, c'est plutôt Diogène Laërce et Plutarque. Vous avez des extraits, des devises qui sont reprises des vies et doctrines des philosophes illustres et des ouvrages biographiques de Plutarque aussi. Alors, Diogène Laërce est un doxographe, c'est quelqu'un qui écrit sur les dogmes, sur les principes des différentes écoles de philosophie, par exemple. C'est grâce à lui qu'on a des textes d'Épicure. Il vit au 3e siècle après Jésus-Christ. Il a, dans son ouvrage, reproduit des pages entières de lettres d'Épicure qui nous ont fait connaître l'épicurisme, sans quoi on n'aurait eu que des témoignages vraiment très, très lacunaires. Et qui nous explique l'importance que ça a eu. C'est heureux qu'on ait eu Diogène Laërce pour le faire parce que vraiment, on aurait pu ignorer l'apport important, fondamental d'Épicure à la philosophie grecque. Alors, c'est quelqu'un qui a écrit sur ces écoles-là, qui nous explique en quoi elles consistaient, qui étaient les maîtres de ces écoles, quels en étaient les principes, quelles idées il défendait, qu'est-ce qui distingue le pyrrhonisme, par exemple, du stoïcisme. C'est important de le savoir. Et Montaigne est très curieux de ça, très gourmand dans sa lecture de Diogène Laërce, où il va faire maints emprunts. Plutarque a écrit sur les vies des hommes illustres, et des philosophes, mais des grands de ce monde, et Montaigne est très, très intéressé par ça. Obsédé par la question, quelle est la meilleure vie? Quelles sont les meilleures vies? Et il cherche des modèles tout au long des essais chez les plus grands en disant, OK, comment régler son comportement, comment régler sa propre existence sur les meilleurs modèles, les plus grands hommes qui ont vécu. Et son premier réflexe, c'est regarder les grands conquérants comme Jules César, Alexandre le Grand, par exemple. Et il se dit, ah oui, voilà des hommes exemplaires là, qui ont soumis le monde vraiment là, à leurs pieds. Et puis après ça, s'impose la figure de Socrate. Et il se dit, non, Socrate, c'est quand même mieux qu'Alexandre et Jules César. Là. Voilà quelqu'un de surhumain, presque divin. Et cette figure souriante de Socrate, ce sage qui avait pour devise « Connais-toi toi-même », et c'est un peu l'invitation à laquelle Montaigne répond en écrivant ses essais, « Connais-toi toi-même ». C'est pour entrer à l'intérieur de lui qu'il a entrepris d'écrire ça d'une certaine façon. Alors, ça devient la figure qui invite le plus à l'émulation. Et aussi Épicure, qui a vécu sa vie en se conformant à la nature et en respectant le cours normal des choses. Alors, il cherche des modèles pour bien vivre sa vie et aussi, surtout, pour bien mourir, pour mourir comme la Boétie. Parce que c'est ce que nous enseigne la philosophie. Elle nous enseigne comment vivre notre vie, mais elle nous enseigne aussi comment disparaître et comment vivre en paix avec notre disparition. Et il y a quelque chose de rassurant à lire les écrivains du passé là-dessus, ces sages qui ont été confrontés parfois à tant d'horreurs, des conditions assez extrêmes, des situations assez limites, des guerres, des famines, des épidémies, toutes sortes de choses, et à chercher un peu de constance à travers leurs témoignages. C'est ce que Montaigne s'emploie à faire en les fréquentant. Et bien sûr, il les cite abondamment. Il y a aussi une forme voisine de l'essai dans le centon. C'est-à-dire que le centon, c'est ce genre d'ouvrage de compilation où on allait coller ensemble des fragments d'un ou de plusieurs auteurs. Alors, imaginez, on va au Moyen-Âge publier des centons de Virgile, par exemple. On va prendre des ouvrages de Virgile, l'Énéide, mais aussi les bucoliques, par exemple, et on va prendre des extraits puis les rapprocher ensemble.
Alors, c'est sûr que ça ne fait pas un texte cohérent parce que là, vous avez les bucoliques puis vous avez l'Énéide qui nous mène d'un bout à l'autre de l'œuvre de Virgile. Mais c'est quand même intéressant parce que ce sont des passages, les morceaux choisis, si on veut, de Virgile et ça intéresse les gens de voir les plus beaux extraits. On a encore aujourd'hui des ouvrages comme ça qui sont publiés, les plus beaux morceaux choisis de la poésie d'un tel. Alors, c'est sous la mode du centon. Mais le centon, il peut être aussi constitué de plusieurs auteurs. On peut écrire un centon avec des citations de différents auteurs, pas seulement de Virgile, mais on pourrait aller chercher Horace, on pourrait aller chercher Ovide aussi. Et là, on aurait un centon des plus beaux poètes, des meilleurs poètes de la Rome sous Auguste. Gabriel écrit « Si tu n'es pas Socrate, tu dois vivre comme si tu voulais être Socrate. » Oui, c'est effectivement un mot de sagesse. Il y a Érasme qui disait à propos de Socrate, en fait, qu'il l'appelait parfois spontanément Saint Socrate. Et c'était une hérésie parce que Socrate vit avant le Christ, il n'a pas connu le Christ, donc on ne peut pas en parler comme d'un saint, certainement pas, mais c'est quelqu'un qui l'admirait profondément pour sa sagesse, pour sa constance, pour le modèle d'humanité qu'il représentait. Et je suis pas mal de cet avis. C'est un peu mon Dieu à moi, Socrate. Pour tout vous dire. Je partage l'enthousiasme de Montaigne et d'Érasme. Joliane, vous avez levé la main? Oui, dans le fond, le centon, c'est un peu écrit par des compilateurs. Oui, effectivement. Le centon, c'est un travail de compilation et c'est des compilateurs qui, pour faire de l'argent, vont vouloir publier des livres facilement. Là. Quand on ne veut pas se mêler d'écrire un truc, on prend le travail des autres, puis on fait un montage, puis on peut faire plein de montages parce que je peux faire un centon de Virgile de best-of, puis après ça, un autre best-of de Virgile avec des extraits différents. Ça ne sera peut-être pas les meilleurs la deuxième fois, mais ça va être quand même assez vendeur. Et il y a des gens qui sont curieux, qui n'ont pas le goût de tout lire nécessairement ou qui veulent juste explorer, découvrir l'œuvre de Virgile, qui vont aller lire ces trucs-là. Donc, c'est très vendeur. Et là, vous avez donc cette mode du centon qui est un peu présente aussi dans les essais, dans la mesure où Montaigne fait ce collage de fragments de plusieurs auteurs. Vous savez comment il pratique la citation, comment il y a plein d'extraits de Virgile, justement, de Lucien, de Sextus Empiricus, de toutes sortes d'auteurs qui sont cités comme ça constamment dans les essais. Et on a l'impression d'un florilège de citations, d'un centon parfois. Et on a l'impression que les essais sont construits, sont composés à partir de ce centon. C'est comme si on était parti d'un centon, puis on avait décidé d'écrire autour et de lier les citations les unes aux autres d'une certaine manière. C'est comme si Montaigne là, disait, OK, j'ai ces citations-là à plugger, là, je vais écrire mon texte pour essayer de les placer à point nommé, sans que ça paraisse là, que finalement, j'avais déjà mes citations en main. Je ne dis pas qu'il procède nécessairement comme ça, mais des fois, on a l'impression que c'est un peu comme ça que ça s'est écrit. Alors, vous avez aussi les recueils d'adages. Je vous ai parlé des adages d'Érasme et de ce débat qu'on avait eu sur à cheval donné, on ne regarde pas la bride ou on ne regarde pas les dents. Et qui avait été réglé finalement à la lecture des adages d'Érasme, ben, ça fait partie des livres que Montaigne fréquente. Il trouve ça très intéressant, la sagesse populaire, les proverbes, ce qu'on appelle la parémie, les maximes, les sentences, et tellement qu'il va faire graver sur le plafond de sa bibliothèque des sentences latines et grecques très nombreuses. Et quand il écrit, il lui arrive de lever la tête et de regarder au plafond et il va tomber sur une citation qui va l'inspirer momentanément. Alors, on va regarder justement à l'intérieur de sa librairie des passages comme ça. Je ne sais pas si on les voit ici. Wow, on voit un petit peu les poutres au plafond, là. Alors, si vous regardez ici, vous voyez un peu les poutres. Alors, sur chaque poutre, il a fait graver des sentences, des maximes, tirées d'ouvrages de toutes sortes. C'est vous dire l'importance qu'il accorde à ces mots de sagesse, qui sont des espèces de condensés là, de la sagesse des anciens et qu'il affectionne particulièrement. Là. On les retrouve, toutes ces sentences qui sont peintes, on les retrouve dans les essais à un moment donné ou à un autre parce qu'elles ont vraiment marqué sa pensée. On a vu qu'il avait changé d'idée par contre au cours du temps parce qu'il y a plusieurs couches de sentences. On a vu qu'il y avait des sentences qui avaient été recouvertes par d'autres sur son plafond. Alors, il a changé certains auteurs au fil des ans. Il avait engagé quelqu'un pour faire le travail pour lui, là, bien sûr. Il fallait monter sur des échafaudages, ça ne devait pas être évident.
Alors, les recueils d'Erasme comme celui d'Erasme, les recueils d'adages comme celui d'Erasme, donc, qui datent de 1503 pour sa première édition, de citations, d'apophthegmes. Apophthegmes, c'est des paroles mémorables, de sentences, d'exemples plats, des lieux communs. C'est le genre d'ouvrage que Montaigne dévore, adore lire et il s'en inspire copieusement. C'est pour ça qu'on retrouve beaucoup de citations dans ses essais aussi. Et on se dit des fois, mais comment est-ce qu'il fait pour citer ça? Est-ce qu'il cite ça de mémoire? Pas forcément. Il peut très bien avoir un recueil d'adages à côté et tomber comme ça au hasard des pages sur des citations qui l'inspirent à écrire un développement et puis un autre. Alors, une autre forme voisine, c'est ce qu'on appelait à l'époque les leçons. Il y a un texte qui fait tabac, qui est d'un Espagnol, Pierre Messi, qui a été publié en français très rapidement et que Montaigne va lire très certainement. Il faisait partie de sa bibliothèque, qui s'appelle « Les diverses leçons de Pierre Messi », qui sont un recueil d'anecdotes de toutes sortes, où il raconte des histoires à propos des banquets des anciens Romains, des aliments, des cuisiniers. Des fois, c'est à propos de batailles. Et c'est bourré de ces exemples-là, ces anecdotes qu'on retrouve aussi abondamment dans les essais. Vous avez remarqué comment Montaigne interrompt constamment son propos pour nous raconter des histoires, des anecdotes. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'il a à toujours vouloir nous parler des usages des uns et des autres? Ça devient un peu assommant. Les passages qu'on préfère, nous, la plupart du temps, c'est quand il parle de lui. Quand il parle de lui, de son projet, de sa vie, là, on est vraiment beaucoup plus enthousiaste que quand il nous raconte, il nous fait la leçon. Eh bien, c'est une forme qui est très prisée à la Renaissance. Et c'est quelque chose que Montaigne a compris, notamment par la fréquentation de livres comme celui de Pierre Messi, Les leçons. Et ce n'est pas une forme nouvelle, puisqu'on retrouvait ça chez un auteur aussi ancien que Aulugel. Aulugel, qui est un grammairien romain du 2e siècle après Jésus-Christ, professeur, donc, va écrire à l'attention de ses enfants un recueil de leçons qui s'appelle les Nuits Attiques. Ça s'appelle les Nuits Attiques parce qu'il a écrit ça alors qu'il séjournait dans la province d'Attique. Et pour occuper ses soirées, il écrivait comme ça des anecdotes de toutes sortes, en leur donnant une tournure plaisante pour que les enfants et ses proches et ses amis puissent apprendre des anecdotes de toutes sortes sous une forme agréable. Parce que ça peut être dur parfois, l'enseignement de l'histoire, la philosophie. Alors, quand on raconte ça sous forme d'anecdotes, ça devient plus facile à assimiler. Et Montaigne a lu et fréquenté abondamment Aulugel. Il le cite souvent, les Nuits Attiques, c'est une des citations récurrentes des essais. Donc, il a pris son inspiration de ce côté, c'est évident, comme du côté des leçons de Pierre Messi. Vous avez aussi l'histoire, dont Montaigne est particulièrement friand. Il dit l'histoire, c'est mon gibier, à un moment donné, mais la poésie, c'est le genre que je préfère par-dessus tout. Mais l'histoire, c'est très important. Et on sait comment il aime nous raconter des anecdotes historiques. C'en est assez évident, manifeste, là, quand on lit le premier livre, surtout des essais. Là, il est plus obsédé d'histoire dans ce premier livre que dans tous les autres subséquents, même si ça revient constamment. C'est une préoccupation constante chez lui. Des histoires, des livres d'histoire comme les Annales de Tacite, par exemple. Tite-Live, qui a consacré beaucoup d'ouvrages à l'histoire romaine, mais aussi les chroniques. C'est quelqu'un qui fréquente les chroniqueurs. Montaigne, il a lu Villehardouin, Joinville, Froissart, dont on a parlé quand il était question des chroniqueurs au Moyen Âge. Ce sont des ouvrages qui ont été réédités et que Montaigne a lus. Donc, ce qu'on a dit à propos de Villehardouin et de ses mouvements réflexifs et de cette portée mémorialiste de l'œuvre, on peut penser que ça a pu influencer Montaigne dans l'écriture de ses essais, cette façon qu'il a de parler de lui, d'en faire un portrait de soi, sans dire qu'il l'a pris chez Villehardouin. En tout cas, il y avait des précédents. Il y avait des gens qui avaient parlé d'eux, qui avaient pratiqué une écriture presque de mémorialiste. Donc, c'est peut-être là qu'il a puisé une partie de son inspiration. Mais pas seulement. Il a lu aussi le traité du courtisan de Castiglione, qui valorise l'esthétique de la sprezzatura, le naturel, comment on dit ça, la negligenza diligens, la négligence diligente en latin, c'est-à-dire la négligence affectée. On fait semblant, par exemple, en plaçant son foulard, de l'avoir placé de façon négligée, mais on l'a savamment placé au contraire, et on fait semblant de ne pas se soucier de son apparence, mais en fait, on fait tout
pour bien paraître. Néanmoins, c'est la leçon du courtisan, c'est comment bien paraître en ayant l'air de ne pas s'en faire, de ne pas s'en soucier des apparences. Et dans la façon de se vêtir et dans la façon de parler et dans la façon de s'exprimer là, aussi et d'écrire éventuellement. Et Montaigne est très attentif à cette leçon. C'est ce qu'il va essayer de faire dans ses essais. Il va essayer de montrer qu'il ne se soucie pas de style, il ne se soucie pas de faire œuvre d'écrivain professionnel, mais il ne faut pas le prendre trop au sérieux, trop au mot, parce que dans les faits, il consacre tout son temps, tous ses loisirs. Donc, manifestement, c'est assez important pour lui, malgré ce qu'il en dit. Alors, vous avez certainement oui, l'histoire, j'ai enchaîné à la diapositive suivante sans m'en rendre compte. Vous avez aussi le dialogue, effectivement, qui est très important pour lui. Il a lu Platon et il le cite abondamment. Et c'est à travers Platon, bien sûr, qu'il connaît Socrate. Je vous rappelle que Socrate n'a rien écrit. On ne saurait rien de lui si on n'avait pas Platon et Aristophane aussi, peut-être, pour nous parler de lui et quelques autres témoignages comme ça. Et Platon s'emploie à mettre en scène Socrate partout. Hein. C'est lui qui anime les dialogues. Alors, c'est à travers la lecture de Platon qu'il le découvre et qu'il en tombe profondément amoureux. Il est très enthousiaste quand il parle de Socrate. C'est très certainement un de ses maîtres à penser. Et Socrate pratiquait la maïeutique, inspirée par sa mère qui était une sage-femme. Et la maïeutique, c'est un mot grec qui veut dire l'art d'accoucher. Hein. Alors lui, ce qu'il fait, pas Montaigne, mais Socrate, c'est qu'il accouche des esprits. À travers les dialogues qu'il a avec les uns et les autres, il essaie d'aider les gens à accoucher de leurs propres opinions. C'est de les amener à être confrontés à leurs propres inconséquences, finalement. Et Montaigne trouve ça absolument fascinant. Et ce qu'il se propose de faire dans les essais, c'est un peu une auto-maïeutique. Il entreprend d'accoucher de son propre esprit pour voir ce que ça donne, en quelque sorte. Maxime, vous avez levé la main? Oui, mais c'est pour ça qu'il était dangereux d'ailleurs, parce que les gens pensaient, puis au bout du compte, ils se rendaient compte que leur pensée n'avait pas de sens, là, que c'est ça, c'est une aporie, dans le fond. Oui, oui, effectivement. Et on a fait un procès à Socrate, puis on a dit qu'il pervertissait les jeunes et on l'a condamné à mort. Vous savez sans doute l'histoire. Socrate aurait pu fuir et ses disciples étaient prêts à l'amener hors de la ville, mais en sage qu'il était, a compris qu'il fallait obéir aux lois de la cité. Et il a accepté délibérément, alors qu'il aurait très bien pu échapper à sa mort, à sa condamnation à mort. On s'était arrangé pour ne pas trop le surveiller de trop près. On lui avait laissé la chance de s'enfuir. Il aurait pu y survivre, mais il y a vu l'occasion d'un ultime enseignement. Comment le sage doit se conformer à la loi aussi. Et devant ses disciples, il a bu la ciguë, un poison mortel qu'il a emporté très, très rapidement. Et donc, voilà, quel modèle extraordinaire. Juste deux choses. Premièrement, Aristophane riait de Socrate, me semble, dans votre cours. Oui, ça, vous nous avez dit. Oui, okay, tout à fait, il s'en moque bon. dans ses pièces. S'en moque. Mais deuxième chose, là, ce que j'ai lu de Socrate, c'est que Socrate dit, l'entente qu'il voulait, c'est qu'il voulait que la ville paie tout pour lui, qu'il lui donne un château, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Là. C'était comme une hérésie. Là, il a dit, ouais, OK, j'ai peut-être gaffé, mais en échange, vous pouvez quand même, vu que je fais accoucher des esprits, vous pouvez me payer, vous devriez faire en sorte que j'ai une belle vie. Je ne connais pas cette anecdote-là. Oui, OK, ben, je vais vous revenir avec, pas là, mais je vais vous envoyer un truc. Mais c'est ça, il était super. C'est parce que je suis en train de faire, vite, je suis en train de faire une analyse du Joker. Puis dans le Joker, il parle de Socrate. Okay. Il disait que c'était le Joker d'Athènes, dans le fond. Puis en tout cas, c'est ça, il a offert à ses, pas ses geôliers, mais à la justice, il a dit, moi, ce que je peux vous offrir, c'est que vous me payez et vous m'offrez une super belle maison parce que moi, je fais accoucher les esprits, puis à cause de moi, les gens sont plus intelligents. Eh bien, c'est intéressant. Je vous reviendrai là-dessus, oui. Luc. Là. J'aurais jamais pensé à Socrate dans la perspective du Joker, mais je peux comprendre comment il joue les troubles-fêtes, en fait, et comment il a pu représenter pour certains une menace à l'ordre public, quoique l'homme était vraiment pas dangereux, à mon sens. Sinon que oui, accoucher les esprits, ça peut avoir des conséquences, là, mais il le faisait plus pour que les interlocuteurs, les sophistes notamment, et c'est ce que Joliane évoquait dans le chat, elle dit, si je me souviens bien, il était question des sophistes et les sophistes laïssaient. Oui, parce qu'ils montraient la vanité, l'inanité de leurs propos
en les confrontant dans des dialogues ou faisant mine de rien connaître, de rien savoir, il posait des questions. Et à travers ces questions, il démontait complètement l'argumentaire des sophistes et montrait que c'était un tissu de bêtises, en fin de compte. Et à chaque fois, au terme des dialogues, Socrate, même s'il n'aboutit pas à une solution, on aboutit à l'aporie, c'est-à-dire qu'il ne propose rien en échange. Là. Tout ce qu'il a fait, c'est qu'il a démonté la machine. Il a démonté l'argumentaire, ça s'est écroulé, mais il ne propose rien en échange. Et on reste un peu sur sa faim en se disant, oui, mais OK, une fois qu'on a éliminé les idées des uns des autres, qu'est-ce qu'on garde comme idée? Là? Alors là, Socrate ne va pas jusque-là. C'est Platon qui va proposer des choses que Socrate n'aurait pas nécessairement véhiculées lui-même. Il y a beaucoup de Platon dans tout ça. Il faut faire la part des choses entre ce que Socrate aurait peut-être pensé ou dit et ce que Platon lui fait dire. Mais c'est certainement quelque chose qui séduit beaucoup Montaigne. Cette sagesse de Socrate, son rapport à la vie, à la mort, à la connaissance, le connais-toi toi-même, c'est très important pour lui. C'est vraiment un modèle là, qui surtout dans le 3e livre des Essais, devient très, très important. Maxime, vous avez levé la main? Ça, dans le fond, lui, je viens juste de le trouver, là, il demande à être nourri pour le reste de sa vie. Puis c'est ça, il demande à être nourri pour le reste de sa vie parce qu'il a fait accoucher des esprits. Puis ça, évidemment, c'était une insulte totale. Oui, ben, j'imagine qu'il devait ironiser là, mais eux, ils n'ont pas trouvé ça drôle. Ils n'ont pas pris le second degré. La blague. Parce que c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'humour. À un moment donné, on lui demandait à Socrate, et Montaigne rapporte l'anecdote, comment il faisait pour vivre avec sa femme qui était une marâtre au caractère vraiment difficile. Là. C'était une femme impossible, rageuse, orageuse, toujours en train de crier après lui. Et il avait répondu ce mot brillant, « Elle m'enseigne la philosophie. Avec elle, j'apprends la sagesse. » À force de me faire crier après, j'apprends ce que c'est la constance du sage. Et c'est vraiment un mot très intéressant. Alors, il lit les dialogues de Platon, mais pas seulement, aussi de Tacite, qui a écrit le dialogue des orateurs. Il lit Castiglione parce que ça prend la forme d'un dialogue. Il lit toutes sortes de textes comme ça qui vont informer les essais, qui sont une espèce de dialogue, je l'ai dit, un dialogue in absentia avec la Boétie peut-être. On va voir que la forme épistolaire est aussi importante, mais aussi un dialogue à la mode des anciens, comme on aimait bien faire le pro et contra, c'est-à-dire étudier une idée, son contraire, à travers un échange dialogal. Et Montaigne va faire dialoguer des auteurs à travers son texte et lui-même y mettre du sien. On sent que la forme dialogique est assez importante dans l'invention de l'essai. Il y a aussi les mémoires. Je parlais des historiens et je parlais déjà de mémorialistes, mais il y a des mémoires à proprement parler, comme ceux écrits par César, les commentaires sur la guerre des Gaules de César, vont influencer l'écriture des essais dans la mesure où il s'agit de récits de souvenirs personnels. Alors, César a beau jeu de parler de ça parce que c'est un homme d'État important, c'est l'empereur qui va raconter sa vie et ça intéresse la postérité, bien sûr. Alors, il voit là une justification pour l'homme illustre de parler de lui-même, alors que lui, il n'en a pas. Il n'est pas un homme illustre, il n'est pas une sommité, il n'a pas fait grand-chose, il rêve de faire des choses extraordinaires, c'est pour ça qu'il lit à propos des hommes illustres, mais il voit bien que ce n'est pas à la portée de n'importe qui de devenir César, Alexandre ou Socrate. Il y renonce, hein? Il n'y parviendra pas, il le comprend très bien. Mais ce n'est pas faute de s'inspirer, en tout cas certainement, de son rapport à l'écriture mémorialiste, c'est-à-dire le récit de souvenirs personnels. Alors, de César, il emprunte peut-être cette dimension d'écriture personnelle. Il y a aussi les lettres. Il est grand lecteur de lettres, Montaigne. Et vous vous souvenez de ce passage qu'on a lu ensemble où il dit « J'aurais volontiers donné la forme épistolaire aux essais si j'avais eu quelqu'un à qui écrire. » Il parle bien sûr de la Boétie. Ben, il est grand lecteur de lettres. Il a lu les lettres de Sénèque à Lucilius. Il les a dans sa bibliothèque. Il possède un certain nombre de volumes des lettres familières de Cicéron. Il a Pline dans sa librairie, il a Sénèque, je viens de le dire, il a Pétrarque, il a plusieurs auteurs de lettres familières, beaucoup d'Italiens entre autres, et il se dit grand amateur du genre.
Alors, ce n'est pas si étonnant. Donc, si on voit une parenté très forte entre le style des essais et le style familier tel qu'il se donne à lire, à voir dans les recueils épistolaires humanistes de la Renaissance. C'est, entre autres, le propos de mon livre. C'est le propos du dernier cours, justement. On a vu comment ça avait eu une influence déterminante sur l'évolution du style. Et Montaigne situe les essais directement dans le genre familier. Il a cette compréhension, cette lucidité stylistique de comprendre que ce qu'il fait n'est pas de la rhétorique au sens traditionnel. Il ne se situe pas dans les registres traditionnels, délibératifs, épidictiques, judiciaires. Il est dans une forme à part, un mode conversationnel qu'on appelait chez les Latins le sermo. Et c'est une forme vraiment beaucoup plus détendue d'expression qu'il embrasse et qu'il adopte pour l'écriture de ses essais. Alors, ce qui était mode et confusion à cette époque devient désordre savamment organisé dans les essais, c'est-à-dire que tous ces genres dont on vient de parler, qui étaient des genres à la mode, on publiait à tout vent tantôt des lettres, tantôt des mémoires, tantôt des recueils de dialogues, des histoires, eh bien, Montaigne va s'inspirer de ça et de leur désordre même, parce que ce désordre qu'on constate dans les essais, on le retrouve aussi chez Aulugel. Les Nuits attiques, ça va dans tous les sens. C'est un recueil d'anecdotes vraiment là, qui n'ont ni queue ni tête. Eh bien, Montaigne va entreprendre de reproduire ça, mais de façon plus savante, avec plus d'organisation qu'il n'y paraît. On a le sentiment des fois qu'il n'y a pas d'ordre dans les essais, mais ce n'est pas tout à fait exact. Il y a quand même un travail d'écriture et de planification minimale qui se fait parfois après l'écriture, quand il revient, quand il fait ses allongeailles, mais on ne peut pas dire que c'est le fruit de l'improvisation et de l'écriture automatique. Ça m'amène à mon dernier point. On est à l'essai Un genre sceptique et puis on voit la lumière au bout du tunnel. Je vais peut-être réussir à terminer le cours dans la prochaine demi-heure et même avant. Alors, l'essai, maintenant, on va en parler dans une perspective philosophique. On vient d'en parler au deuxième point comme dans une perspective génétique pour voir quelles sont les formes qui ont pu influencer Montaigne, qu'est-ce qui a pu aboutir à l'invention de l'essai. Maintenant, on va voir comment, au niveau idéologique, les lectures de Montaigne, les fréquentations de Montaigne ont pu informer sa pensée et du coup déterminer le genre aussi. Parce qu'aujourd'hui, la pratique de l'essai est encore influencée par Montaigne. On ne peut pas ignorer tout à fait ce que Montaigne a fait. Et même si on n'a pas lu Montaigne, quand on écrit un essai, on se situe par rapport à une tradition qui est largement tributaire de Montaigne. Alors, même si on n'a jamais lu Montaigne, on a au moins lu un essai avant, une fois dans sa vie, et donc on a une idée de l'essai qui est sans doute un peu tributaire, héritière de Montaigne. Et ça va nous situer par rapport à l'horizon d'attente, qu'est-ce qui est attendu dans un essai, qu'est-ce qu'on doit faire d'ordinaire, qu'est-ce qui est propre à l'essai, qu'est-ce qui est permis. Et voilà, c'est important d'en discuter. Mais on va voir que Montaigne donne une inflexion philosophique au genre qui va le borner, qui va le limiter d'une certaine façon. On a l'impression que l'essai est un genre capable de tout, oui, mais d'une manière particulière, avec une orientation philosophique, une démarche qui est presque une condition sine qua non. C'est-à-dire que si on n'adopte pas ce point de vue qui est un point de vue finalement non professionnel, qui est un point de vue de dilettante en quelque sorte, on passe à côté de la nature du genre. Et là, on tombe dans l'écriture de traités, d'ouvrages savants, mais on n'est plus dans la posture essayistique à proprement parler. Et pour comprendre tout ça, il faut parler un petit peu de l'influence des philosophes sur la pensée de Montaigne. Alors, vous avez chez les sceptiques un mot très célèbre qui a été adopté par Montaigne. Il l'a fait écrire sur son plafond, justement, époqué, que Montaigne traduit par « je ne bouge ». Mais ça veut dire, grosso modo, je suspends mon jugement. Alors, chez les sceptiques, l'époqué désigne la suspension du jugement. Je refuse de me brancher. Alors, on peut dire des arguments favorables en faveur de tel aspect ou on peut prétendre le contraire. Moi, je ne saurais dire qui a raison, qui a tort là-dedans. Je préfère suspendre mon jugement.
J'ai connu moi-même, dans mon développement intellectuel, une période sceptique. Ça a été la période la plus plate de mon développement comme étudiant. On était à la maîtrise et je lisais Montaigne et on passait nos soirées au Thompson House à McGill, sur la rue Metcalfe, à boire des pichets de Griffon brunes. Et on parlait de tout et de rien. Et puis, on avait ces débats épiques en début de séminaire là, où on avait vraiment des avis très contrastés. Je parlais avec mon bon ami Maxime Prévost, qui est professeur à l'Université d'Ottawa, qui est mêlé dans cette histoire autour du mot « haine » en ce moment. Il a été pointé du doigt parce qu'il a signé une lettre d'appui à sa collègue. Et mon bon ami à l'époque et moi, on avait des prises de bec épiques et théâtrales où l'un défendait une idée et l'autre le contraire, vraiment passionnément jusqu'à être tonitruant et à faire tourner les têtes autour, mais il y avait une part de jeu là-dedans et on s'amusait, puis on finissait par se réconcilier, même si on avait l'air vraiment très, très passionné. Mais il y avait dans ces débats-là, donc, des êtres opiniâtres qui défendaient des idées avec cœur et passion, jusqu'à temps qu'on découvre la philosophie des sceptiques et qu'on en vienne à adopter comme Montaigne la suspension de jugement, qui nous mène finalement à dire, ben, c'est indécidable, on ne peut pas dire que c'est vrai, mais on ne peut pas dire que c'est faux non plus. Et là, ça a coupé court à tous nos débats parce qu'on finissait toujours par arriver à, ouais, non, c'est vrai, on ne peut pas trancher. Alors, on arrivait toujours à la suspension de jugement. Alors, c'est la période la plus plate de mon existence. On n'avait plus rien à dire à ce moment-là, mais ça a une certaine valeur philosophique. Il faut passer par là. Il ne faut juste pas y rester. Parce que si on reste dans la suspension du jugement, on n'avance pas. On n'avance pas très loin dans la connaissance. Maxime, vous avez levé la main. Est-ce que vous voulez dire que tout est relatif? Oui, ça revient à dire ça. Ça revient à dire ça. Quand on se met à dire tout est relatif, là, c'est la fin du débat, c'est la fin de la discussion. Et c'est le problème en ce moment, c'est qu'il y a des discours sur la place publique très idéologiques entre la gauche, la droite, entre par exemple les anti-masques et les pro-masques, conditions sanitaires et tout. Et là, on se dit, ben bon, chacun a sa vérité. Non, non, tout est relatif. Non. Il y a quand même des vérités fondamentales, il y a quand même des vérités universelles et il faut y revenir éventuellement parce que sinon, c'est la dérive et on voit ce que ça donne quand on laisse les choses aller. On voit ce que ça donne quand on dit ben, qu'une vérité en vaut bien une autre. Ton opinion vaut bien la mienne. Et c'est souvent à ça qu'on arrive sur Facebook quand on entreprend de discuter des conditions sanitaires avec quelqu'un qui, par exemple, s'y oppose. On se fait dire, ben, je respecte ton opinion, mais qui sait qui a raison vraiment? Hein? Ce que tu dis vaut bien ce que je dis, au fond. Non, non. Il y a des moments où, objectivement, on peut en venir à dépasser la suspension de jugement et parvenir à des vérités à valeur universelle. J'y crois véritablement désormais. Je n'y croyais pas nécessairement à l'époque. Et Montaigne non plus. Montaigne n'est pas un philosophe, dans le sens où il ne propose pas de système de pensée complet et cohérent. Alors, pour être considéré comme un philosophe, vraiment, il aurait fallu qu'il propose un système philosophique, comme le fait Descartes, par exemple, comme le fait Kant, par exemple, comme le fait Sartre, éventuellement. Alors, il n'a pas fait ça. Et quand vous lisez l'histoire de la philosophie, Montaigne est tantôt inclus, tantôt exclu. Et quand il est exclu, on s'en étonne parce qu'on se dit, mais c'est quand même un auteur colossal. Et oui, c'est un philosophe, mais pensez-y bien, il n'a pas proposé d'école de pensée, de modèle cohérent, complet. Et donc, on ne peut pas dire que c'est un philosophe tellement qu'un moraliste, quelqu'un qui nous enseigne comment apprendre à vivre parce qu'il a été lui-même spectateur de la vie, spectateur de sa propre vie d'abord, d'où il tire tous ses enseignements pour aiguiller les nôtres. La lecture qu'en font les éditeurs comme Pierre Villé, par exemple, des essais, suppose chez Montaigne une suite d'adhésions à un certain nombre de doctrines. Alors, quand on lit l'édition de Pierre Villé, celle que je vous ai présentée il y a quelques semaines, c'est mon édition fétiche parce qu'elle est en moyen français. Elle a beaucoup vécu. Je l'ai fréquentée d'un bord à l'autre à plusieurs reprises, au moins 6 fois. Et bien, quand on lit l'édition critique de Pierre Villé, il parle d'une évolution qui, chez Montaigne, l'aurait mené à adhérer à certaines philosophies tour à tour. Il dit que, par exemple, dans le premier livre, Montaigne adhérait à la philosophie stoïque, au stoïcisme surtout, d'abord et avant tout. Et il y a quelque chose effectivement d'un peu guindé dans des essais comme « Que philosopher, c'est apprendre à mourir », où il dit qu'il faut se préparer à la mort, il faut se mettre à l'esprit que ça pourrait arriver, puis il faut se préparer
pour la vivre sans souffrance, dignement, comme mon ami là-bas ici l'a vécu. Et là, il y a quelque chose de la sagesse stoïcienne là-dedans. Après ça, dans le deuxième, il y a le scepticisme qui pointe à l'horizon, une remise en cause d'à peu près toutes les vérités, les révélations de l'époque. Et même quand il entreprend de traduire Raymond Sebon à la demande de son père, la théologie naturelle de Raymond Sebon, son père qui voit un de ses auteurs préférés attaqué, dit à Montaigne, traduis-le et défends-le. Et Montaigne va le défendre, en fait, va le traduire d'abord et le défendre après, parce que son père était mort à ce moment-là, mais va le défendre dans l'Apologie de Raymond Sebon, le plus long chapitre des essais, et ça intervient dans la deuxième ligne. Mais il en vient lui-même à douter de son propos et de sa défense et à tomber dans une espèce de relativisme intégral qui fait qu'il suspend son jugement, tout est à peu près indécidable. Et puis enfin, il en serait venu, Montaigne, à adopter l'épicurisme. Et ça a un peu rapport avec le modèle de Socrate qui s'impose vers l'écriture du troisième ligne. Socrate n'est pas un épicurien, mais il est très proche de cette doctrine dans la mesure où il appelle à se conformer à la nature, à accepter l'ordre des choses. Et il y a une phase, d'après Villers, épicurienne chez Montaigne. Alors, on a parlé de ces trois moments, ça fait jaser, c'est pas tout le monde qui est d'accord, mais ça mérite qu'on y songe un peu. Ce qu'en dit justement Albert Thibaudet, un critique éditeur de Montaigne, entre autres, qui a signé une très belle édition qui circule encore. On parle souvent, à vrai dire, de la philosophie de Montaigne. On entend par là son idée, son sentiment de la vie courante, sa règle des mœurs. On discute, et même vivement, pour savoir s'il a été épicurien ou stoïcien. Mais en ce qui concerne son idée du monde, de l'esprit, de Dieu, on le prend au mot quand il se déclare pyrrhonien. Pyrrhonien, ça veut dire sceptique, de l'école de Pyrrhon, donc qui suspend son jugement, qui ne saurait se résoudre. Alors, on le prend au mot quand il se déclare pyrrhonien, et on l'estime qu'à ce titre de pyrrhonienne, et sa philosophie consiste à n'en pas être une, étant emportée par son doute. C'est une philosophie relativiste qui est rongée par le doute, qui ne peut se prononcer sur rien. Dieu existe-t-il? Est-ce qu'une chose est vraie ou pas? Il y a des moments où c'est absolument indécidable. Alors, il y a cette réflexion-là de Thibaudet qui montre bien qu'effectivement, c'est pas évident. Le premier livre des essais, pour l'essentiel, date de la première édition de 1580. Il est marqué, il faut le dire, par le stoïcisme. Et c'est l'influence de la Boétie, de la mort de la Boétie, qui avait marqué profondément Montaigne. Et je vous avais résumé le stoïcisme en une maxime. On pourrait dire que le stoïcisme, c'est cette philosophie qui dit que le mal que l'on ressent vient de l'idée que l'on s'en fait. Quand on éprouve de la souffrance, c'est parce qu'on pense que ce qui nous arrive est un mal. Je ne parle pas de souffrance physique, là, quoique on peut affronter la souffrance physique avec le stoïcisme, là, mais quand on a une souffrance morale, quand on est déprimé, le mal que l'on ressent de la déprime vient de l'idée que l'on s'en fait que ce qui nous est arrivé est un mal. Mais si on change notre idée et on se dit, mais non, ce qui m'est arrivé est peut-être finalement pas un mal en soi. J'ai une peine d'amour, mais je me suis fait plaquer par un type infidèle qui me traitait comme c'est pas possible. Alors peut-être que c'est une bonne chose en fin de compte. Alors tout vient donc de l'idée que l'on s'en fait. Et une situation dramatique peut être revirée complètement par la bonne attitude mentale. Regarder les choses avec courage et sagesse. Alors, le premier livre est marqué par l'influence du stoïcisme. On a ici un buste de Marc Aurèle associé à cette école et qui se résume en ce principe de nécessité de supporter les maux. Comment, face à la mort, par exemple, on doit se renforcer et ne pas se laisser surprendre ni désespérer face à la pensée de la mort. C'est un idéal d'impassibilité aussi, qui est celui des stoïciens. Marc Aurèle écrit « Sois semblable à un roc, contre lui sans cesse les vagues viennent se briser. Il demeure immobile et domine les flots. » Alors le sage stoïque, c'est celui qui ne se laisse pas déranger par rien. On a tous rencontré des gens comme ça, là, qui sont des rocs, des blocs, là, des gens qui ont vécu des tempêtes épouvantables, mais qui restent vraiment constants malgré tout. C'est tout à fait dans la perspective stoïcienne.
Vous avez un style porté sur la sentence. Chez les stoïciens, on retrouve beaucoup ce goût de la maxime, du condensé de sagesse, là, des formules comme on en retrouve chez Marc Aurèle que je viens de citer, et du style moralisateur aussi, là, du style qui fait la leçon finalement aux autres. Alors, c'est quelque chose qu'on retrouve chez Montaigne. Montaigne fait la leçon aussi dans ses essais. Et vous avez une philosophie très élitiste qui méprise le vulgaire. Souvenez-vous du mot de Montaigne à propos du peuple que philosopher, c'est apprendre à mourir. Quelle brutale stupidité, hein, dit-il, de la sagesse populaire qui fait que quand quelqu'un meurt, on s'empresse de l'oublier le plus rapidement possible puis de retourner travailler parce que si on s'empoisonne la vie à penser à la mort puis à vivre le deuil, on fait juste s'affliger pour rien. On n'y peut rien. La mort est un fait incontournable de l'existence. Et Montaigne condamne ça avec un mépris élitiste au départ. Et finalement, il en vient à dire que c'est eux qui ont raison et que c'est lui qui avait tort. Donc, il évolue dans sa pensée. Mais certains éléments permettent de douter donc, que cette philosophie stoïcienne soit profondément enracinée chez Montaigne. C'est plus l'influence superficielle de sa fréquentation de la Boétie. Ce n'est pas nécessairement quelque chose dans quoi il se reconnaît tout à fait. Il y a l'aveu chez Montaigne d'une certaine faiblesse humaine, mais aussi l'invitation à l'indulgence par rapport à cette faiblesse humaine. Et surtout, une confiance certaine en la nature. On n'arrive à rien si on ne s'en remet pas à la nature, si on ne lui fait pas confiance finalement. Et ça domine chez Montaigne. Et ce n'est pas tout à fait stoïcien, c'est plutôt épicurien. Cette idée de confiance en la nature, de se conformer dans la nature, c'est plutôt l'influence de Socrate aussi, sans doute. Dans la deuxième édition des Essais, en 1588, quand il se présente à Paris et qu'il arrive avec son troisième livre et ses allongeailles des livres 1 et 2, c'est l'épicurisme qui triomphe à ce moment-là, notamment à travers la conception matérialiste de la mort, qui est réduite finalement à un quart d'heure de souffrance. C'est quoi la mort? Somme toute, si on est chanceux, ça peut se faire assez vite. Hein? Montaigne dit, je voudrais que la mort me trouve dans mon jardin en train de planter mes choux et plus soucieux d'eux, mes choux, que d'elle, ou j'aimerais mourir à cheval et à un moment donné, il va faire un accident, justement, il va avoir un accident comme ça, il va tomber en bas de son cheval et pendant 2-3 jours, il va rester dans une espèce d'état semi-comateux où il sent bien que la mort pourrait venir. Il a des moments de conscience et il se dit, elle pourrait venir et ça ne serait pas grave. J'angoisse pas, il n'est pas mal du tout. Il est parfaitement en paix dans son état là, comateux avec sa situation. Et il aurait très bien pu mourir à cette occasion-là, et finalement, il survit. Et pour lui, c'était indifférent. Il avait atteint ce degré de sérénité induit par son état, parce qu'il avait perdu un peu conscience, là, qui a fait qu'il a vécu ça vraiment sereinement. Il s'est dit, c'est comme ça que je voudrais mourir. Vraiment, là, sans avoir à souffrir et sans avoir à entretenir des angoisses existentielles par rapport à l'au-delà. La mort, c'est un passage, ça dure juste un quart d'heure, puis on ne devrait pas se soucier du reste parce qu'on ne connaît pas le reste. Il n'y en a peut-être pas de vie après la mort, il n'y en a peut-être pas de paradis, mais si on meurt, puis il n'y en a pas, c'est pas plus mal parce qu'on n'est plus là pour s'en rendre compte. Et puis s'il y en a un paradis, tant mieux, on y gagne au change. Mais on n'a pas à s'inquiéter de ça, au fond, c'est des questions qui nous ne concerne pas. Parce que vivant, on en a cure, et mort, non plus. Parce qu'on ne s'en rendra pas compte, ou bien on va y être déjà. Donc, ce n'est pas quelque chose qui mérite qu'on s'y attarde. Une conception matérielle de la nature qui nous donne désir et plaisir nécessaires à notre survie, et nous autres, le désir de vivre lorsque nous approchons de la mort, elle est bien faite, la nature, parce qu'on vieillit, et puis on perd nos moyens. Et puis, on a de la difficulté à marcher, on a de la difficulté à manger, à parler éventuellement. À un moment donné, ça nous réconcilie avec la mort. Il y a quelque chose de bien fait dans la nature qui, à travers la vieillesse, nous amène à nous familiariser un petit peu avec l'idée de notre finitude et accepter humblement de disparaître. À un moment donné, parce que la vie n'est pas aussi jouissive qu'elle était, mais aussi parce qu'on perd cette faculté à angoisser, qui est le propre de la jeunesse, et il y a une explication biologique. Hein. La science nous montre que quand on vieillit, les neurones de notre cerveau responsables de l'angoisse disparaissent peu à peu. Alors, ces vieux qui nous semblent vraiment à l'abri de toute préoccupation, de tout tourment, d'angoisse, ce n'est pas juste une affaire de sagesse, c'est une affaire biologique
ils ont perdu cette capacité biologique à éprouver l'angoisse. Ils peuvent encore angoisser, mais c'est une angoisse psychologique, ce n'est pas une angoisse viscérale. Et c'est une belle chose et c'est une bonne chose parce que la mort nous attend, elle est proche quand on vieillit comme ça et c'est plate de finir ses jours en angoissant à propos de ça. Et la nature est ainsi faite qu'elle s'est chargée de s'arranger pour pas que ce soit trop angoissant, justement, en nous débarrassant de cette faculté d'angoisse. Megan dit, est-ce que je peux perdre mes neurones plus vite, s'il vous plaît? Oui, il y a des substances illicites qui vont vous faire perdre vos neurones, mais le problème, c'est que ce n'est pas ciblé. Ce n'est pas nécessairement les neurones relatives à l'angoisse. Et Maxime de répondre, la démence aide. Oui, effectivement, quelqu'un qui souffre d'une démence sénile, comme la maladie d'Alzheimer, ne se rend pas compte de ce qui lui arrive et va mourir sans le réaliser. Et peut-être que c'est mieux ainsi et perdre tous ses souvenirs sans trop se rendre compte de ce qui se passe. À propos des angoisses, Mégane, je vous dirais que j'ai passé mon bac à angoisser sérieusement. À chaque année, j'avais le sentiment, la conviction profonde que je ne verrais pas la fin d'année à venir. Et quand je dis pas voir la fin, ce n'était pas métaphoriquement, là. J'avais le sentiment que j'allais mourir vraiment avant la fin de l'année, là. J'avais des angoisses existentielles profondes là, et je ne sais pas d'où ça venait exactement. Je sais que j'ai une propension biologique du fait de mes géniteurs à la dépression. J'ai ça dans ma famille, mais ça a été long et laborieux avant de passer outre. Et je vis beaucoup mieux aujourd'hui, je gère beaucoup mieux mes angoisses, là, mais c'est quelque chose qui peut nous suivre longtemps, là. Heureusement pour moi, ça a disparu après les études universitaires, là, du moment que je me suis placé, mais c'était vraiment pas confortable au bac. Alors, pourquoi arrêter les bonnes traditions? Je ne sais pas à quoi ça fait référence. Oui, Xanax. Ah oui, bon, OK, on parlait de la conclusion du cours d'aujourd'hui. Philippe résume bien le propos. En somme, prenez de la drogue. C'est ce qu'il faut faire. Non, mais en fait, Luc, c'est Oui, je ne vous entends pas. l'angoisse, le stress, c'est aussi. Oui. Allez-y. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends là. OK, excusez-moi. Je disais que l'angoisse et le stress, pour les jeunes, c'est la maladie du siècle. Oui, effectivement, c'est très fort et particulièrement en ce moment-là, il y a des degrés d'angoisse là, sans précédent. C'est déjà très difficile de faire des études universitaires dans les meilleures conditions, là, mais en ce moment, ça rend ça encore plus exigeant. Sachez que c'est quelque chose de tout à fait normal et ça ne veut pas dire d'aucune façon que vous êtes faible et que vous êtes mal armé pour la vie, comme j'ai pu le penser moi-même quand je vivais ces angoisses-là. Et sachez qu'il existe des refuges de toutes sortes, et notamment dans les livres, et notamment dans les études. Là où j'ai trouvé le plus de réconfort, c'est dans la fréquentation de ces auteurs dont je vous parle aujourd'hui, de Montaigne, d'Épicure, de Platon que j'ai lu, que j'ai dévoré à cette époque-là. Et c'est une des choses que j'ai recherchées dans les livres tout au long de ma vie, encore aujourd'hui. C'est quelque chose qui me rassure, qui me rassit, qui me fait du bien, qui me coupe de mon angoisse. Quand je lis, je ne suis plus angoissé. Et, à moins de lire quelque chose d'angoissant, mais c'est rare que je vais délibérément faire ça. Je ne lis pas des romans d'horreur, des romans de suspense parce que je n'aime pas la tension nerveuse, mais je lis pour vaincre mon angoisse, en fin de compte. Et c'est le souverain remède. Encore meilleur que la drogue, Philippe, si vous voulez mon avis. Ariane disait, pour la personne aussi, parfois la dégradation se fait sentir, c'est difficile pour la personne de s'en rendre compte. Oui, effectivement, ça peut être aussi un problème, mais Montaigne dit que finalement, c'est une bonne chose que la nature soit faite ainsi, qu'on perd un peu la conscience de ce qui nous arrive en vieillissant. Alors, j'enchaîne parce que je pourrais encore une fois me perdre dans des considérations de toutes sortes. Une conception privée du bonheur, un bonheur marqué par le goût de la solitude, privé dans le sens restreint à la sphère immédiate, familière. Un goût marqué pour la solitude qui s'affirme dans les essais, pour la retraite, qui s'oppose au souci de la vie publique. C'est l'osium, c'est cette oisiveté savante qui était valorisée par les Romains. Ce n'est pas tout à fait ne rien faire, c'est faire ce qu'on a toujours eu envie de faire, mais que la vie publique nous a empêché de faire, comme par exemple s'entourer de livres et lire tout au long de la journée sans avoir à se préoccuper d'autre chose, là.
Alors, c'est ce retrait de la vie publique qui permet à Montaigne, qui lui permet de faire ça. Alors, il s'oppose au souci de gloire qui était celui du stoïcisme, parce que le sage stoïque, il est un peu imbu de son image et de l'idée que les gens se font de lui. Alors, il veut paraître courageux dans l'adversité. Il veut montrer un visage là, vraiment là, très fort, constant. Et il y a quelque chose d'orgueilleux qui déplaît à Montaigne éventuellement. Il préfère le modèle épicurien à se repli sur soi en solitaire, loin des apparences et des faux-semblants. Alors, ce qui importe seul désormais pour Montaigne, à l'époque où il écrit le 3e livre que vous avez lu, c'est le bien vivre. Comment bien vivre sa vie? C'est ça la vraie question pour lui. C'est comment bien vivre son existence, en tirer le meilleur parti. Et ce n'est pas exactement les mêmes réponses qu'il trouve à ces questions que lorsqu'il écrivait en 1570, quand il a commencé les essais. Ce n'est pas les mêmes réponses. Les plus belles vies ne sont plus les mêmes. Ce n'est plus celles des grands personnages qu'il vénérait au départ. Le bien vivre, c'est la vie simple, c'est la vie ordinaire, c'est la vie commune, en fin de compte. L'épicurisme, on pourrait le dire, est le fond premier de la philosophie de Montaigne. Alors, si on avait à dire qu'est-ce qui l'emporte au final, là, est-ce que c'est le scepticisme? Est-ce que c'est la suspension du jugement? Non, c'est d'abord et avant tout, je pense, l'épicurisme qui est au fondement de la philosophie de Montaigne. Le scepticisme, pour finir avec ça, c'est, au sens strict, une doctrine philosophique, donc, selon laquelle la pensée humaine ne peut se déterminer sur la possibilité de la découverte d'une vérité. Alors, cette philosophie est profondément relativiste. On ne peut rien démontrer d'absolument vrai. On ne peut pas non plus démontrer son contraire, rien d'absolument faux. Il ne s'agit pas de rejeter la recherche et arrêter de penser nécessairement, mais au contraire de ne jamais l'interrompre en prétendant être parvenu à une vérité absolue. Alors, ça a ceci d'intéressant que ce n'est pas un relativisme sclérosant au point où on dit ben, c'est indécidable, donc on arrête d'en parler comme on faisait. Notre premier réflexe, nous, universitaires, découvrant le scepticisme, c'était de dire ben là, tout est relatif, il n'y a plus rien à dire, allons commander un autre pichet. Mais au-delà du pichet, il y a moyen de continuer à s'interroger et à essayer de parvenir à une compréhension meilleure de ce qui nous apparaît comme une aporie a priori. Alors, son principal objectif au scepticisme n'est pas de nous faire éviter l'erreur, mais de nous faire parvenir à la tranquillité, à l'ataraxie. Et c'est une des valeurs du scepticisme. L'ataraxie, c'est cet état de béatitude où finalement, on est loin des conflits et des dogmes et de la douleur qu'on peut ressentir lorsqu'on est confronté à l'incertitude, justement. Alors, quand on suspend son jugement, on se détache un petit peu de ces questions angoissantes qui peuvent nous accabler et cette sagesse du sage a vraiment ses avantages. Elle apporte une certaine tranquillité d'esprit. Dans l'Antiquité, l'école sceptique avait pour fondateur Pyrrhon, le philosophe Pyrrhon. C'est pour ça qu'on parle parfois du pyrrhonisme quand on parle du scepticisme. C'est la même chose. C'est parce que c'est lui qui a fondé l'école, sur lequel on connaît peu de choses. Et le peu qu'on en sait nous vient de Sextus Empiricus, que Montaigne fréquente justement assidûment. Il cite à tour de bras Sextus Empiricus. C'est lui qui lui fournit tout ce qu'il sait du scepticisme. Le scepticisme, écrit Sextus Empiricus, est la faculté de mettre face à face les choses qui apparaissent aussi bien que celles qui sont pensées, de quelque manière que ce soit, capacité par laquelle, du fait de la force égale qu'il y a dans les objets et les raisonnements opposés, nous arriverons d'abord à la suspension de l'assentiment et après cela à la tranquillité. Alors, on voit comment l'idée de suspension de l'assentiment, la suspension du jugement est importante ici et on voit comment ça a pu influencer Montaigne. Contrairement à ce que soutient l'interprétation sceptique, qui dit que Montaigne aurait eu une phase sceptique dont il ne se serait jamais vraiment tout à fait rétabli, les essais ne sont pas orientés vers l'arrêt du jugement, vers la suspension du jugement, mais voué à l'activité du jugement. Le jugement ne s'arrête jamais, il est toujours en train de se mettre à l'épreuve, toujours en train d'expérimenter. On n'arrive pas à une conclusion certaine, mais ça ne veut pas dire qu'on arrête de penser pour autant. On continue
d'y réfléchir et on ne fait qu'éviter de se résoudre, de se commettre en disant « c'est comme ça et pas autrement ». La suspension de jugement s'y produit en fait rarement dans les essais. C'est très rare que Montaigne arrive à dire « c'est indécidable ». C'est très rare qu'il en vient à renoncer à une idée parce qu'il n'est pas capable d'en trouver la vérité première. Alors, on a une de ces poutres de sa librairie ici. Homo sum humani ame nihil. C'est la citation de Terence. Je suis homme, c'est Terence, c'est ça, et rien de ce qui est humain ne m'est étranger. C'est une des citations que je préfère dans toutes celles qui sont peintes sur son plafond. Je suis homme et rien de ce qui est humain ne m'est étranger. C'est-à-dire que comme je suis homme, les bons coups des hommes, mais aussi les crimes des hommes, leurs défauts me sont connus. Et c'est l'aveu que je suis capable de ça aussi. Je suis capable du meilleur de l'homme, mais je suis capable du pire de l'homme. Et cette conscience-là est importante parce que si je pense que je suis à l'abri de ça, si je pense que les pulsions qui habitent tous les hommes, moi, je ne les ai pas, je peux tomber dans le piège d'y céder un jour. Alors, c'est une conscience importante de savoir que je suis homme et rien de ce qui est homme ne m'est étranger. Tout ce qui peut être fait par un homme peut être fait par moi aussi. Je peux avoir la conviction profonde que je ne tuerai jamais. Mais mettez-moi dans les circonstances où je suis à la guerre, on vient de tuer ma famille sous mes yeux et j'ai un fusil dans les mains et j'ai l'assassin de ma famille devant moi. Je ne suis pas un type qui s'imagine tuer quelqu'un, mais qui sait ce que je ferais à ce moment-là? Qui sait si je n'aurais pas envie de vider mon chargeur sur le gars qui vient de tuer ma famille? Je suis convaincu que je ne le ferais pas, moi, mais en même temps, est-ce que je sais vraiment ce qu'il en est de l'état d'esprit dans lequel on se retrouve face à un drame pareil? Alors, je suis humain et rien de ce qui est humain, même la monstruosité, même le meurtre, ne m'est étranger. Je trouve la réflexion très riche de sens. Certes, Montaigne a aussi fait graver dans sa librairie des choses comme « à tout discours s'oppose un discours de force égale ». Il y a des sentences comme celle-là qui donnent à penser qu'il adhère au principe de la suspension du jugement, au principe sceptique. Et la visée systématique de la suspension du jugement, en fin de compte, est contraire à l'essai. Alors, Montaigne avait fait graver sur sa médaille aussi une balance pour montrer qu'il suspendait son jugement, que le jugement, c'est un exercice d'évaluation où on pèse une idée et puis son contraire éventuellement, puis on essaie de décider quelle idée doit l'emporter. Le plus sûr, parfois, c'est de suspendre son jugement jusqu'à temps qu'on ait les idées claires. Et il faut savoir que la visée systématique de la suspension du jugement, donc à travers tout un arsenal d'arguments et de tropes qu'on retrouve dans les essais, est finalement profondément contraire à la nature même de l'essai, puisque dans les essais, Montaigne juge. Montaigne juge, il ne fait pas autre chose. Les essais sont les essais de son jugement. Et c'est comme ça qu'il en parle lui-même. Quand il définit les essais, à quelques moments dans son livre, il s'emploie à essayer de dire ce qu'il est en train de faire, d'expliquer ce qu'il est en train de faire et le choix de son titre, des essais. Et quand il en parle, c'est pour dire, ce sont ici les essais de mon jugement. Je suis en train de mettre à l'épreuve mon jugement. Comment assimiler donc son attitude à la philosophie pyrrhonienne, sceptique, d'abstention, de non-jugement, à partir du moment où il est en train de mettre à l'épreuve constamment son jugement sans jamais l'arrêter, sans jamais suspendre justement tout à fait son jugement. Bref, l'essai est peut-être né du doute, mais n'est pas radicalement sceptique pour autant, parce qu'il évite toute affirmation dogmatique. Et c'est aussi dogmatique de dire on ne peut pas se décider, on ne peut pas se prononcer que de prétendre une idée ou son contraire. Alors, c'est finalement une posture dogmatique pour Montaigne, le scepticisme, qu'il refuse, qu'il rejette. Et il donne à l'essai une inflexion qui le conduit vers la poursuite perpétuelle de la réflexion. Elle n'est jamais aboutie, la réflexion. Ce n'est pas parce que Montaigne interrompt un essai qu'il a fait le tour de la question. Ce n'est pas parce qu'il arrête d'écrire au troisième livre de l'expérience, qui met un point à la dernière ligne, qu'il a terminé de dire ce qu'il avait à dire là-dessus ou de penser ce qu'il pensait de tout ça.
il pourrait très bien prolonger. Il le fait dans ses allongeailles. S'il avait vécu encore, il aurait continué d'allonger constamment, d'approfondir et de changer son jugement parce que c'est l'activité qui fonde la poétique même du genre. Alors, on découvre une forme particulière du pyrrhonisme chez Montaigne, compris comme une philosophie de la recherche perpétuelle, un exercice de la raison délivré de ses illusions. Et c'est ce que ça nous apporte, c'est la contribution finalement du stoïcisme, pas du stoïcisme, mais du pyrrhonisme. Ça nous permet de faire le ménage quand même, de nous débarrasser d'un certain nombre d'illusions auxquelles la raison est parfois confrontée. Alors, nous sommes nés à quêter la vérité, écrit-il, il appartient de la posséder à une plus grande puissance. Il s'en remet en philiste qu'il était, à une puissance peut-être qui dépasse l'homme, peut-être Dieu éventuellement. Alors, une forme particulière de pyrrhonisme, certainement, il y a présence du scepticisme chez Montaigne, mais pas seulement. Pas seulement. Et on l'a dit déjà assez. Alors voilà, j'ai trouvé le moyen de faire le tour de tout ça en un temps record. Je me suis beaucoup retenu. Je vous remercie d'avoir été attentif et impliqué. Oui, de beaux souliers. Ça, c'est la statue de Montaigne, rue des étudiants à Paris. C'est celle où les étudiants vont se recueillir avant un examen. Et la raison pour laquelle le soulier que vous voyez est plus reluisant que les autres, c'est qu'on raconte que ça porte chance avant un examen de toucher le soulier de Montaigne. Alors, il a beaucoup été frotté, le soulier de Montaigne. Et je vous encourage à considérer peut-être la chose vous-même là, quand vous aurez des examens à faire. Bon, il faut passer par Paris, mais ce n'est pas un séjour désagréable, d'aller toucher le pied de Montaigne. C'est aussi une statue qui, malheureusement, est vandalisée. Presque à chaque année, on retrouve des tomates qu'on a écrasées dessus ou de la peinture, toutes sortes de choses, parce que Montaigne est un auteur qu'on enseigne trop tôt dans le cursus des étudiants, et notamment au collège, au lycée, et ils ne sont absolument pas capables de le comprendre et de l'apprécier. Et pour eux, c'est un vieux ringard et ils le détestent, et ils ne le comprennent pas, ça les dépasse complètement et ils vont le détester pour longtemps parce qu'il est brûlé pour eux. Il n'y a pas moyen après ça de leur parler de Montaigne au bac ou à la maîtrise ou au doctorat sans qu'ils aient un soupir d'exaspération. « Ah non, pas Montaigne! » Et c'est vraiment navrant. Et c'est pour ça qu'il faut éviter d'en parler trop tôt. Parce qu'on peut le rendre détestable en fin de compte. Si on n'a pas la culture qu'il faut pour le comprendre, on est largué. Alors voilà, j'espère avoir rendu Montaigne plus accessible pour vous. Au moins, vous comprenez rétrospectivement ce qu'il a essayé de faire dans le livre que vous avez lu. Et j'espère qu'on aura l'occasion d'en discuter ensemble prochainement. Alors, j'arrête le partage, j'arrête l'enregistrement et je vous dis merci et à la semaine prochaine. Luc?